Donc, je suis Simon Luc, le directeur scientifique de l'UA de Paris, et je suis ravi de vous accueillir ce soir pour cette table ronde. Donc, nous aurions souhaité pouvoir vous accueillir à l'Institut, qui est un cadre très accueillant. Malheureusement, ça n'est pas possible en ce moment et je le regrette beaucoup, mais cela n'enlèvera rien, j'en suis sûr, à la qualité des échanges. Cette table ronde ce soir s'inscrit dans le cadre des commémorations des attentats de Paris et Saint-Denis qui ont eu lieu en 2015. C'était évidemment dans les médias et nos intervenants d'aujourd'hui y ont participé. Donc, ce soir, nous avons le plaisir d'être avec Robert Desjarlais, qui est un chercheur résident de l'Institut d'études avancées de Paris, là cette année universitaire 2020-2021. Il est professeur d'anthropologie à Sarah Lawrence College de New York et il a publié notamment en mars 2020 aux presses universitaires de Paris-Nanterre sur les traces de la violence, un essai anthropologique après les attentats de Paris. Avec lui ce soir, Khalil Abri, qui est doctorant en sociologie à l'Université d'Ottawa. Khalil est co-auteur avec Robert des Traces of Violence, Writings on the Disaster in Paris, Paris, France, qui doit paraître l'année prochaine, si j'ai bien compris, aux presses de l'Université de Californie. Avec nous également, et merci d'être là, Sarah Gainsburger, qui est chercheuse en sciences sociales au CNRS, autrice de Mémoire vive, chronique d'un quartier, Bataclan 2015-2016, qui est paru chez Anna Mossa en 2017. Et avec elle, Jérôme Truc, qui est sociologue, chercheur au CNRS, auteur de Sidération, une sociologie des attentats, Presse universitaire de France en 2016, et aussi co-auteur de Face aux attentats, également aux Presses universitaires de France, qui est paru cette année. Sarah et Jérôme ont dirigé ensemble un ouvrage collectif sur les mémoriaux du 13 novembre, qui vient de paraître aux éditions de l'EHESS. Cet ouvrage est issu de travaux qui ont été menés dans le cadre du projet REAT, la réaction sociale aux attentats, sociographie, archives et mémoire, qui a été soutenu par le CNRS et sur lequel ils nous diront sans doute un peu plus. Je vais tout de suite laisser la parole à Robert pour quelques minutes pour présenter un peu cette table ronde qui était son idée. Et donc, the floor is yours, Robert. Okay, merci. Merci à Sarah Gainsbourg et Jérôme Truc d'avoir accepté de participer à cette discussion et d'avoir apporté vos recherches et réflexions approfondies sur les sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Sarah et Jérôme, je suis votre travail depuis plusieurs années maintenant et nous sommes ravis de pouvoir discuter avec vous aujourd'hui. Et merci également à Khalil Abri pour avoir participé à cette conversation. Khalil et moi travaillons ensemble depuis plusieurs années maintenant dans un effort de collaboration et matière de recherche et d'écriture. En discutant des plans pour cette table ronde au début de l'automne à l'IA, nous avons décidé de coordonner le calendrier de cette table ronde qui se tiendra quelques jours après le 5e anniversaire des attentats du 13 novembre 2015. Avec cet anniversaire suivant, celui des attentats de Charlie Hebdo en janvier 2015. Comme nous le savons tous, les attentats de 2015 ont été des événements très importants qui ont eu de vastes répercussions à Paris, en France et ailleurs. I could just show this slide. Une dimension importante de ces événements et de leurs répercussions concerne les traces et mémoires qui ont résulté des attentats et de leur suite. And these are a few questions. Que s'y passe-t-il lorsque la violence fait des ravages dans un endroit particulier? Quel type de traces de cette violence subsiste et perdure? Quel processus et politique d'inscription, d'effacement, d'archivage de mémoire en résulte? Cette table ronde examinera la manière dont diverses traces et mémoires ont été préservées, construites, contestées, effacées ou archivées au lendemain des attentats de 2015 à Paris. Un mot sur le titre « Ne pas archiver » ou en anglais « Do not archive ». Cette phrase
proviennent d'un ensemble de mots qui ont été écrits sur une bloc de béton le long du mur à côté du carillon. Le carillon, c'est une barre du 10e arrondissement de Paris où l'un des attentats a eu lieu dans la nuit du 13 novembre. Les mots, just a few slides. Ah bon, d'accord. Les mots ont probablement été inscrits en décembre 2015 ou début janvier 2016. Au moment de leur inscription, il y avait une sorte de mémorial commémoratif placé à la base d'une ouverture en forme de fenêtre. Il est possible que les mots ne pas archivés aient été écrits comme une déclaration à la ville de Paris et à ses archivistes de ne pas archiver le mémorial en place à cet endroit. Mais cela n'est pas certain. Quoi qu'il en soit, l'inscription souligne les processus complexes de construction, d'interprétation, de promotion et d'archivage de traces et mémoires dans des situations de violence collective. Et dans cette optique, nous pouvons peut-être nous tourner vers Sarah Gainsberger et Jérôme Truc. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction très riche qui pose déjà bien le cadre de la discussion. Alors, c'est à moi de commencer. Donc, moi aussi, je vais faire le partage d'écran. C'est bon? Tout le monde voit correctement? Très bien. Voilà. Donc, comme l'ont évoqué Simon et Robert, on vient de publier avec Jérôme un ouvrage qui s'appelle « Les mémoriaux du 13 novembre ». Donc, bon, comme c'est une table ronde, on ne va pas présenter tout le travail qu'on a effectué depuis 5 ans, parce que c'est un long travail collectif. L'idée ici, c'était plutôt de reconstituer le cadre avec lequel on a travaillé dans la perspective de la table ronde. Donc, on va parler chacun de notre tour et comme on travaille ensemble, mais on a quand même des vies indépendantes, on va chacun évoquer un peu comment on s'est retrouvés dans ce projet et comment on a commencé à travailler donc, sur les traces, puisque c'est le sujet de la table ronde aujourd'hui. Donc, pour moi, en fait, c'est assez particulier puisque ce qui s'est passé, c'est que donc, je suis chercheuse au CNRS, je travaille depuis un grand nombre d'années en sociologie de la mémoire et aussi en micro-histoire sociale de Paris. Donc, je m'intéresse beaucoup à la ville de Paris, à l'espace parisien, mais au départ, rien à voir avec les attentats. Et j'habite boulevard Voltaire. Mes enfants vont à l'école entre le Bataclan et Charlie Hebdo. Et donc, en fait, cette présence dans la ville, ces traces, toute cette expression dans l'espace urbain est arrivée en bas de chez moi. Donc là, c'est parmi les premiers jours avant qu'il y ait les collectes dont on va parler qui s'effectuent devant le Bataclan. Et c'est le chemin que tous les jours, on prend avec les enfants pour aller à l'école. Donc, mes enfants étaient tout petits. Donc, j'ai pris quelques exemples pour montrer à quel point l'espace, en fait, autour de notre vie quotidienne était saturé d'expression urbaine liée à ce processus de mémorialisation immédiate dans l'espace de Paris. Donc, à partir de là, a commencé un premier travail personnel sur l'expression publique de ce rapport à l'événement dans mon quartier. Et deux choses sont apparues dans l'axe qui est celui de cette table ronde et qui me sont importants de souligner. C'est que dans ce travail, j'ai prêté une attention particulière au rapport entre ordinaire et extraordinaire. C'est-à-dire, ça a complètement changé la manière dont je regardais l'espace public
Et ça a encore structuré des choses que j'ai fait au moment du premier confinement. Parce qu'à chaque fois que je voyais une trace, une expression inattendue dans l'espace public, j'avais spontanément tendance à l'interpréter dans le rapport qu'elle pouvait avoir avec l'événement récent. Et par exemple, on peut faire la même réflexion sur ne pas archiver. C'est-à-dire que ne pas archiver, on présuppose que c'est en lien avec ce qui s'est passé au Carillon et au Petit Cambodge. Ça peut aussi avoir d'autres espaces de signification. Donc ce lien entre ordinaire et extraordinaire était particulièrement important pour moi, puisque le parti pris de mon travail, c'était d'insérer mon observation de l'expression publique de la mémoire immédiate des attentats dans ma vie quotidienne. Donc de sortir d'une interprétation seulement en cadre de trauma, mais m'intéresser plus aux approches ordinaires. Donc j'ai mis cette photo, donc là c'est le mémorial de la place de la République, et là le petit garçon, c'est mon fils, qui était avec moi toujours sur le terrain, parce que comme présupposé méthodologique, il y avait l'idée d'imbriquer ce terrain dans ma vie quotidienne. Et la deuxième chose qui semble importante par rapport à la table ronde d'aujourd'hui, c'est justement ce que Robert a rappelé en introduction. Donc ça, c'est les livres en français et en anglais qui rendent compte de cette enquête individuelle. C'est-à-dire cette délimitation qu'on voyait dans l'espace urbain entre ce qui doit être archivé et ce qui ne doit pas être archivé. Donc à plusieurs reprises, j'ai vu par exemple des discussions et des conflits sur place entre des passants et des gens qui s'étaient donnés comme objectif de collecter et des passants qui refusaient l'esprit de la collecte, qui disaient voilà, nous on a posé ça ici, c'est pour que ça se détruise parce qu'il y a un rapport à la mort, à l'évanescent, à l'éphémère, et on ne veut pas que vous entretenez ça, on ne veut pas que vous collectiez. Donc cette tension, elle a été gérée soit par un collectif sur lequel on pourra revenir dans la discussion, un collectif qui a étudié Jérôme, soit par une gestion de l'espace public par la ville de Paris, thème sur lequel on pourra aussi revenir. Donc ça, c'était ma trajectoire personnelle. Indépendamment de moi, Jérôme avait soutenu une thèse récemment, un peu avant les attentats, qui précisément étudiait ces questions-là appliquées à d'autres attentats, c'est-à-dire principalement ceux de Madrid en 2004, de Londres en 2005 et du 11 septembre, les réactions européennes. Jérôme pourra y revenir en détail dans la discussion. Et notamment, un des corpus principaux qu'il avait mobilisé pour faire cette enquête, c'était précisément les hommages, les documents, les choses laissées dans l'espace public qui avaient été archivées. Donc, du fait de cette expérience, il a lui-même, donc ça c'est aussi intéressant d'un point de vue de gestion de la recherche, pris contact avec les archives de Paris après le 13 novembre en les incitant à avoir une politique active de collecte, d'abord pour les chercheurs eux-mêmes, mais évidemment pour les enjeux de patrimonialisation qui sont derrière. Moi, il se trouve qu'au même moment, étant riverain du quartier et constatant en tant que parent d'élèves et très impliqué dans la vie du quartier, une saturation, donc là, ce n'est pas une sidération, mais c'est une saturation de l'espace public et le désir de certains, notamment des parents, de jeter tout ce qui se trouvait dans l'espace public. J'ai aussi interpellé la mairie de Paris à ce moment-là, et donc on a commencé d'emblée à travailler, on se connaissait par ailleurs, et on a commencé à travailler d'emblée tous les deux avec les archives de Paris. Donc ça, c'est quelque chose d'assez, je pense, unique en termes de temporalité du rapport entre collecte d'archives et présence des chercheurs pour donc le processus qui a été mis en place à partir de décembre. Alors, donc, à partir de novembre, il y a une campagne photographique qui a été diligentée par les archives de Paris, par la DIRCOM de la ville de Paris. Donc, il y a un fonds photographique gigantesque qui se trouve aux archives de Paris sur les mémoriaux. Donc là, l'idée, c'était, et ça inclut les mémoriaux qui ont suivi les attentats dans les différents lieux du 13 novembre, plus la place de la République. Ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, à partir de décembre, il y a eu une opération de collecte qui s'est faite à 3 reprises. Donc, tout ça, c'est détaillé dans le livre. Je vais vite parce qu'on nous a demandé d'être succinct pour pouvoir discuter. Donc, une opération de collecte en 3 phases, précisément comme un mode de gestion de cette tension entre éphémère et permanent. Qu'est-ce que les riverains, qu'est-ce que les passants vont dire si on enlève les choses?
puisqu'il y avait eu un précédent dans des collectes en province après janvier 2015, des précédents de conflits. Et donc, la temporalité a été un des choix de la modalité de gestion de conflits par les archives de Paris après le 13 novembre. Donc là, vous voyez en situation une équipe conjointe d'agents de voirie de la ville de Paris et d'archivistes. Et donc, chacun son rôle. Donc, il y en a qui sont là pour jeter et d'autres qui sont là pour conserver, pour collecter. Donc, ce processus a donné lieu à la collecte d'environ 8000 documents qui sont divers et Jérôme va y revenir en détail, qui ont été donc triés selon un processus sur lequel on pourra aussi revenir. L'idée étant de collecter ce qui commence à s'abîmer, de jeter ce qui est trop abîmé et de laisser ce qui est encore en bon état pour la phase suivante. Ça jusqu'en mars 2016. Et ça, vous voyez, ça c'est le back-office des archives de Paris. Ils sont en train de nettoyer, conditionner, traiter les champignons, etc. pour donner une cote. En fait, chaque document a sa propre cote. Donc, d'emblée, on a été associé à ce projet, pas pour collecter évidemment, mais parce que Jérôme avait entre-temps déposé un projet collectif qui s'appelle REAT, donc il a été évoqué en introduction au CNRS, dont un des axes était précisément de prendre pour objet cette collecte. Et donc c'est là où c'est particulièrement intéressant, et c'est ça qui est au cœur du livre, c'est que le livre rend compte de cette collecte, et Jérôme va y revenir, étudie les traces collectées, mais il fait aussi l'ethnographie de ces lieux, d'une part, et l'ethnographie de la collecte de l'autre. Donc là, j'ai mis, il y a 400 photos dans le livre. Là, c'est quelques exemples. D'ailleurs, la photo de droite n'est pas dans le livre, c'est une photo à moi. Donc, ce qui était intéressant, c'est qu'on a été en mesure de faire l'ethnographie du dépôt, c'est-à-dire comment quelque chose arrive sur un mémorial, pourquoi, selon quel processus, mais aussi l'ethnographie de la collecte. Donc là, par exemple, à gauche, vous avez des enseignants qui sont en train d'afficher les différents dessins qu'ont fait leurs élèves en lien aux attentats. Jérôme reviendra sur la part de ces dessins d'enfants dans les choses collectées. Et donc, c'est ce matériau ethnographique croisé à la perspective de la collecte qui permet de faire sens de chaque document. Puisqu'il y a quelque chose qui est très important à comprendre, c'est que, et ça je pense qu'on va y revenir dans votre présentation, Robert et Khalil, c'est que ces documents-là, ils valent pour eux-mêmes, mais ils valent dans une dynamique collective. En fait, ils sont un objet en tant que tel. Donc ça, c'est pour ça que j'ai mis cette image-là pour vous donner un exemple. Chaque image, chaque message parle avec celui qui est à côté. Et il y a d'ailleurs des documents eux-mêmes qui sont annotés à plusieurs reprises. Et dans le livre, il y a un chapitre de Hélène Frouard qui étudie un registre de condoléances qui, justement, donne bien à voir cette dynamique de conformisme, mais aussi d'auto-sélection et d'auto-tri, des messages qui sont conformes, et ça on y reviendra je pense dans la discussion, qui sont conformes aux attentes du lieu, c'est-à-dire on a tendance à enlever les messages trop clivants, les messages qui insultent les musulmans, ou à l'inverse les messages qui sont trop critiques vis-à-vis du gouvernement, etc. Donc ce travail, et je vais donner la parole à Jérôme ensuite, ce travail a deux objectifs. L'idée, c'était d'abord de travailler sur des sources à partir desquelles pouvoir vraiment étudier la réaction sociale aux attentats. Ça, c'est le résultat que Jérôme va vous présenter. Notamment, c'est sorti avec particulièrement une grande netteté ces derniers jours depuis la nouvelle vague d'attentats. Tout le monde et n'importe qui commente partout à la télévision ou à la radio tout ce qu'ils savent sur ce que pensent les Français des attentats. L'idée, c'était de construire un matériau à partir de ces documents qui permettent d'établir ce que, sur ces lieux, dans ces documents, les gens pensaient. Ça ne veut pas dire que ça veut dire que c'est ce que les Français pensent, mais ça donne un ancrage méthodologique possible à partir duquel travailler sur la réaction sociale aux attentats. Le deuxième axe, qui justifie, de mon point de vue, le travail sur ces collectes d'un point de vue tant historiographique que ethnographique, c'est l'enjeu actuel. Et ça revient à l'introduction de départ sur ne pas archiver. On pourrait dire aussi archiver pourquoi ? On a deux logiques, on a ne pas archiver et l'autre question, c'est archiver pourquoi faire ?
Or, aujourd'hui, 5 ans après, on est dans une dynamique claire de patrimonialisation avec un projet, donc là j'ai pris pour illustrer ça, de l'évolution des plaques, de la plaque qui est dans le square en face du Bataclan, qui s'institutionnalise année après année. Et actuellement, il y a un projet de musée mémorial des sociétés face au terrorisme, et il est certain que la question de ce qui a été archivé, la question de la place de la trace dans ce musée, et de qu'est-ce qu'on fait dire à la trace, comment on choisit quelle trace montrer par rapport à d'autres, va être un enjeu très important d'un point de vue historiographique, social et politique. Et l'objectif de notre recherche, c'était, en tout cas pour ce fonds-là, d'en faire une source à part entière, c'est-à-dire de la contextualiser le plus possible. Quelque part, on est allé au fin fond du processus de contextualisation tel qu'il pouvait être imaginé. Donc maintenant, je laisse la parole à Jérôme pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ce fonds. Merci beaucoup. Alors effectivement, moi, je suis l'autre partie du binôme. C'est-à-dire que voilà, je suis chercheur au CNRS aussi. Ça fait un nombre assez conséquent maintenant d'années que je travaille, alors non pas sur la mémoire comme Sarah, mais sur les réactions aux attentats. Et puis, j'aurais tendance à dire que jusqu'en 2015, presque rien à voir avec Paris, parce qu'en fait, effectivement, ma thèse avait porté au départ sur les réactions aux attentats du 11 septembre, du 11 mars 2004 à Madrid et du 7 juillet 2005 à Londres. Donc, j'étais vraiment ailleurs qu'à Paris. Et donc, voilà, quand les attentats de 2015 surviennent, d'abord en janvier et puis ensuite donc, le 13 novembre, moi aussi, en un sens, mon objet me rattrape, alors que je venais soutenir cette thèse sur ces réactions sociales aux attentats ailleurs dans le monde, en Occident. Là, tout d'un coup, on a à nouveau ça qui se produit dans la ville où je réside. Alors, depuis, je suis allé m'installer en banlieue. Je suis plus distant par rapport au terrain que Sarah, mais voilà, c'est comme ça que la rencontre, effectivement, se fait sur le terrain, même si Sarah et moi, effectivement, on se connaît depuis plus longtemps que ça. Et donc oui, alors en un sens, je suis, comme l'a rappelé Sarah, entre guillemets, celui par qui la collecte arrive, celui par qui l'archivage arrive, dans le cas du 13 novembre et des archives de Paris. Parce que ce qu'il faut voir, on aura l'occasion d'en reparler aussi, c'est qu'en janvier 2015, après l'attentat de Charlie Hebdo et d'Hypercacher et de Montrouge, la mairie de Paris ne procède pas à une collecte. On explique pourquoi dans le livre, on pourra y revenir. Moi, à l'époque aussi, je n'écris pas la mairie de Paris à ce moment-là. En novembre 2015, par contre, voilà, ayant conscience du fait que ça n'a pas été fait en janvier, ayant conscience aussi du fait que le 13 novembre est un attentat d'un type un peu différent, c'est-à-dire que là, on a 130 morts, des attaques simultanées, quelque chose qui me fait beaucoup penser en fait au 11 mars 2004 à Madrid. Et pour le 11 mars 2004 à Madrid, il y avait eu un projet de recherche porté par des chercheurs, des anthropologues du CSIC, le Consejo Superior de Investigaciones Científicas, qui est un peu l'équivalent du CNRS en Espagne, qui avait monté un projet donc en 2004 qui s'appelait El Archivo del Duelo, consistant à collecter le contenu de ces mémoriaux éphémères sur les sites des attentats à Madrid et principalement dans la gare d'Atocha. Et un projet auquel j'avais participé. Et donc du coup, en novembre 2015, je me dis là, il faudrait faire quelque chose vraiment d'équivalent pour le 13 novembre, parce qu'on a à peu près le même nombre de morts, 190, 130, c'est de la même échelle, c'est des attaques coordonnées dans la capitale, Madrid, Paris. Et donc effectivement, comme l'a rappelé Sarah, j'ai écrit très vite à la mairie de Paris, qui réagit rapidement, qui me met en contact avec Guillaume Naon, le nouveau directeur des archives de Paris, et les choses se mettent en forme assez rapidement avec Sarah, avec l'équipe, puisqu'en parallèle, on conçoit aussi ce projet, le projet READ qui a été financé par le CNRS. Et donc, effectivement, l'idée, c'est à la fois de refaire comme le projet de l'Archivo del Duelo en Espagne, mais d'aller plus loin, parce qu'effectivement, en Espagne, c'est juste un projet de chercheurs qui font eux-mêmes la collecte. Et ce qui a été archivé n'a pas été versé aux archives municipales de Madrid, c'est ailleurs. Alors se pose la question de qui collecte, qui archive, qui n'archive pas, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas, où est-ce qu'on verse, qui peut y accéder ensuite. C'est des questions dont on pourra parler après. Là, dans notre cas, se met en place un partenariat original entre chercheurs et archives de Paris, incluant aussi les éboueurs, les services de la propreté, et donc qui permet à la fois, donc c'est là où on va plus loin que le projet espagnol, d'avoir l'archivage et en même temps d'ethnographier les mémoriaux avant l'archivage et d'ethnographier l'archivage en lui-même, avec les débats que ça peut susciter, les contestations, etc. Du coup, moi, ce qui m'intéressait dans ce travail-là, au-delà du fait de pouvoir aller plus loin, c'était aussi, donc plus loin que ce projet espagnol, en ayant une vision plus complète,
dont cherche à rendre compte notre ouvrage, Les Mémoriaux du 13 novembre, où justement, il y a nous, des chercheurs, mais il y a aussi des témoignages d'archivistes. Il y a des photos, il y a un bel échantillon des photos qui constituent ce fonds rassemblé par les archives de Paris pour documenter ces mémoriaux. Et donc, ce qui était aussi intéressant, évidemment, de mon point de vue de chercheur, c'est que d'une part, ces traces des réactions aux attentats, évidemment, on peut dire que c'est là pour le patrimoine, pour l'histoire, pour permettre plus tard d'écrire l'histoire de ces événements, de ces attentats, non pas uniquement par le haut, par des archives administratives ou médiatiques, mais aussi par le bas, en ayant des traces de comment la population y a répondu. Mais aussi, aujourd'hui, ça permet, comme le disait Sarah, de pouvoir dire des choses sur des choses fondées, un tantinet empiriquement fondé sur comment les gens y réagissent. Et de ce point de vue-là, ça me permettait de faire des comparaisons avec ce que j'avais déjà pu repérer dans des matériaux de même nature après ces attentats, donc en particulier de Madrid en 2004, mais aussi ceux de Londres en 2005, où j'ai travaillé sur un fonds équivalent qui a été créé dans les archives municipales de Londres. Alors, je vous donne quelques éléments du coup de résultats de ce point de vue-là, peut-être aussi pour nourrir la discussion. Là où on a une image, alors on tente quelque chose d'expérimental, c'est Sarah qui a la main sur le PowerPoint et qui passe les slides pendant que je continue à parler. Là, donc, on voit quelques dessins déposés devant le Bataclan, pris en photo justement par un des photographes des archives de Paris. Parce que déjà, un des premiers résultats, c'est que un tiers de tous ces documents qui ont été collectés par les archives de Paris sont des dessins d'enfants. On a à peu près 8000 documents papier qui ont été collectés par les archives de Paris, ce qui est à peu près équivalent à ce qui a été collecté à Madrid en 2004. Donc ça, en soi, c'est déjà intéressant. Et sur ces près de 8000 documents, un tiers sont des dessins d'enfants. Ensuite, moi, je plaide du coup pour qu'on laisse de côté les dessins d'enfants, qu'on ne les mette pas sur le même niveau que des messages d'adultes. Et je pense qu'il y aurait de belles études à faire en soi de dessins d'enfants. Là, ce qu'on voit en tout cas, par exemple, c'est la prégnance de la référence à la nation. Vous voyez, sur cette photo, on voit tout plein de bleu, blanc, rouge, de drapeaux. Et ça, en fait, du coup, quand on fait la part des choses, on se rend compte que c'est très propre aux dessins d'enfants. Dans les réactions d'adultes, on voit d'autres choses qui sont plus riches. Et notamment, alors si tu veux bien passer, Sarah, à la photo suivante. Voilà, alors là, on est sur un, vous voyez, c'est un dessin, on va dire peut-être d'adolescent, avec une écriture, ou peut-être même d'adulte, en fait, avec un acrostiche, alors avec Paris, et pour chaque lettre de Paris, une valeur, enfin un mot. Et ce dessin est intéressant parce qu'il cristallise pas mal de choses. On a le bleu, blanc, rouge, d'accord, on a la référence à la France, mais on a aussi des symboles, le cœur. Le cœur est le symbole le plus présent dans tous ces messages. La tour Eiffel. Et puis en fait, l'acrostiche, il ne va pas avec France, il va bien avec Paris. Et en fait, dans les messages d'adultes, les messages où il y a des choses écrites, on se rend compte que en fait, Paris est plus souvent invoqué que la France. On peut prendre ça comme un descripteur du fait que ce qui est perçu comme étant avant tout attaqué à ce moment-là, c'est Paris. Alors qu'il y a une attaque à Saint-Denis aussi, bon, la région parisienne. En tout cas, ce n'est pas la France, c'est Paris qui prime, bon, même s'il y a le bleu, blanc, rouge par ailleurs. Et puis donc, ça c'est un résultat qui confirme aussi ce qu'avait repéré l'anthropologue Béatrice Frankel à New York en septembre 2001. Il y a des valeurs qui sont invoquées dans ces messages, beaucoup de valeurs, en défense face aux terroristes. Et la valeur qui revient le plus souvent, on pourrait croire, hein, c'est finalement, ce travail permet d'interroger un certain nombre d'idées reçues. Hein. On pourrait croire que les valeurs là, qui sont le plus souvent citées naturellement, c'est les valeurs de la République française, liberté, égalité, fraternité. En fait, on s'aperçoit que oui, la liberté est très citée, mais que tout de suite après, ce qui apparaît, c'est, comme on le voit ici, la paix. Après liberté, en fait, arrive paix et amour. Et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà repéré aussi dans les réactions à Madrid et Londres, où à Madrid et Londres aussi, les valeurs les plus souvent citées, c'était liberté, paix, amour. Donc voilà, on trouve des choses qui transcendent comme ça les contextes nationaux, je dirais. Ensuite, Sarah, si tu veux bien passer. Voilà. Ensuite, on se rend compte qu'il y a d'autres échelles de réaction à l'attentat qui apparaissent dans ces messages. Tout le monde ne réagit pas en tant que citoyen français, tout le monde ne réagit pas en tant que Parisien. Certains réagissent, comme on le voit là, en tant qu'humain. Là, on a une reprise du mot de la formule « je suis Charlie » qui s'impose en janvier 2015. En novembre, il y a des « je suis Paris », mais il y a aussi, comme on le voit là, des « je suis humain », avec en même temps une référence à l'islam qui fait écho aussi, on va le voir juste un peu après, à des gens qui réagissent à ces attentats en tant que musulmans. Ensuite, du coup, je crois que ce qu'on a mis, c'est une référence à Paris. C'est un Pray for Paris. Alors ça qui permet d'interroger ici les liens avec les réseaux sociaux. Un des
un des chantiers du projet REAT était aussi de travailler sur les réactions sur les réseaux sociaux, qui ont eux aussi été archivés en partie. Et sur les réseaux sociaux, le mot d'ordre qui s'impose, c'est Pray for Paris. Et on le retrouve dans une proportion moindre, on pourra y revenir si vous voulez, dans ces messages. Mais c'est bien Pray for Paris, c'est pas Pray for France, par exemple. Ensuite, on a des réactions à une échelle plus fine, celle du quartier, des riverains. Beaucoup de gens qui réagissent en tant que riverains. Vous voyez là, à mes voisins de quartier. C'est vraiment adressé très personnellement en tant que riverain aux voisins de quartier. Alors que parmi les victimes, tout le monde n'est pas forcément riverain. Mais donc, à mes voisins de quartier, ce qui signale vraiment des réactions en tant que riverain, et ce qui fait directement écho à ce qu'a exploré Sarah en tant que riveraine, et qui est quelque chose qu'on perçoit aussi très finement dans les registres de condoléances, dont parle Hélène Frouard dans son chapitre de notre livre. Ensuite, si on avance, voilà, des choses qui sont presque des découvertes, en fait. Là, en l'occurrence, des réactions en tant que parents. Le rôle de la parentalité, vous voyez, dans la réaction à l'événement, des gens qui réagissent, qui sont peut-être français, parisiens, habitants du 11e arrondissement, mais qui réagissent en tant que maman ou en tant que papa, parce qu'il y a ce sentiment qu'on s'en est pris, vous voyez, comme c'est écrit là, à des enfants. Alors bon, la moyenne d'âge des victimes du 13 novembre, c'est 33 ans, c'est des trentenaires, mais voilà, c'est un sentiment qu'on en prend une certaine jeunesse, et pour certaines personnes, donc le sentiment que non pas eux auraient pu être parmi les victimes, mais que leurs enfants auraient pu être parmi les victimes. Donc des réactions en tant que parents, que j'avais jamais vues, que j'avais pas vues ni à Madrid ni à Londres, mais que là, qui ressortent là dans les réactions au 13 novembre, et des réactions donc aussi en tant que musulmans, voilà, qui sont quand même intéressants aussi à mettre en exergue dans la mesure où ils sont numériquement conséquents, et que voilà, on a aussi autre idée reçue après l'attentat islamiste en France, beaucoup l'idée que les musulmans seraient silencieux, qu'ils ne s'opposent pas assez, qu'ils ne le disent pas assez publiquement. Là, on voit que dans les mémoriaux, des gens viennent pour réagir en tant que musulmans, et ils le disent. Donc ça interroge aussi sur qu'est-ce qu'on entend par publiquement, est-ce que ça doit forcément être dans les réseaux sociaux, ou je ne sais pas où. Là, dans les mémoriaux, en tout cas, on a des traces très claires. Et puis, autre idée reçue et dernière, l'idée que ces messages ces mémoriaux sont consensuels. Effectivement, Sarah l'a rappelé, c'est un espace où se construit quelque chose de la juste opinion par rapport à ces événements, ce qui est publiquement dissible ou pas. Donc, avec des phénomènes de contrôle social et de censure. Des messages xénophobes vont avoir peu de temps d'existence, ils vont vite être censurés. Mais ceux qui les déposent souvent reviennent, du coup, ils insistent pour les remettre. Et on y trouve quand même, du coup, des messages politiques. Et certains finissent par être archivés, comme celui-ci. Il y a des lettres ouvertes adressées aux terroristes, et puis, donc, il y a aussi, comme vous le voyez là, des messages adressés à la fois aux dirigeants politiques et aux autres citoyens, pour dire que, voilà, ce qui se passe ici, on fait un lien avec des guerres à l'étranger, et donc, que voilà, il faut faire revenir les militaires ici, que c'est ici en France qu'il faut protéger des vies. Voilà, et puis donc, dernière chose, pour conclure ce propos, les archives de Paris ont collecté et ont conservé, vous voyez, à la pièce les documents. C'est des choix, on va pouvoir en reparler. Hein, dans d'autres cas, à New York, après le 11 septembre, par exemple, il n'y a pas eu une collecte à la pièce de l'ensemble de ces messages. Par contre, les archives, par exemple, n'ont pas collecté. Par contre, des musées, avec une démarche de conservateur, ont pris des bouts de mémoriaux tels quels. On en retrouve dans le musée mémorial du 11 septembre à New York. Là, à Paris, c'est les archives de Paris qui sont intervenues, ils ont tout collecté à la pièce. Les archives ont gardé les documents papier, 2 dimensions. Les objets, en 3 dimensions, des guitares, des bouteilles, des tableaux, ont été versés au musée Carnavalet, qui a fait sa sélection. Et par exemple, là, on voit qu'il y a plein de drapeaux dans les mémoriaux. Et donc, les campagnes photographiques des archives de Paris le documentent bien. Dans le livre, on a un portfolio consacré aux drapeaux. Mais les drapeaux n'ont pas été conservés, par exemple, ni par le musée Carnavalet, ni par les archives de Paris, ce qui est un choix. Aux archives municipales de Londres, par exemple, le fonds consacré aux attentats du 7 juillet 2005, il y a des boîtes entières de drapeaux, où ils ont conservé chaque Union Jack et chaque drapeau étranger. Voilà. Et donc, en fait, on a de plus en plus de fonds de cette nature-là maintenant qui peuvent être comparés les uns aux autres. Il y en a aussi à Boston, à Barcelone, à Manchester, et tout ça se met en réseau. Mais on se rend compte que d'un fond à l'autre, bien souvent, les traces conservées ne sont pas les mêmes. Et rien que ça en soi est intéressant et appelle à la discussion. Merci beaucoup Jérôme et Sarah pour cette présentation très claire. Il n'y a pas de questions qui ont été posées là pour des clarifications ou des problèmes à soulever directement. Donc je vais laisser la parole
à Robert et Khalil, qui eux ont évidemment un point de vue différent, sont des chercheurs étrangers qui n'étaient pas forcément sur place au moment de ces attentats et donc sont un rapport assez différencié aux traces. Et donc je laisse tout de suite la parole à Robert et Khalil. D'accord. Merci beaucoup, Simon. Merci, Jérôme. Merci, Sarah, pour la présentation de votre ouvrage. Ça donne énormément à réfléchir. Et en fait, je vais un peu partir de là où vous arrêtez votre terrain. En fait, moi, j'ai rencontré Robert en 2017, au moment où il avait commencé un travail de recherche qui, malgré une méthodologie assez différente de la vôtre, portait sur le même objet d'étude, c'est-à-dire la mémorialisation des attentats. Qui ouvrait déjà sur la question de la patrimonialisation et de quelle mémoire collective est créée, pourquoi archiver, comment on archive. Et donc, je l'ai rencontré pendant un séminaire où il présentait son travail. Et ce que je lui ai proposé, en fait, c'est que tous ces concepts m'intéressaient énormément. Le concept de trace, le concept de spectre, et essayer de comprendre des ambiances sociopolitiques qui se développent dans un lieu. Donc, ça m'intéressait beaucoup. Et je lui ai proposé d'essayer de les appliquer avec moi dans le nord de Paris, à la Goutte d'Or, où je m'intéressais moi aussi à la construction de la mémoire collective. Donc, je vais rapidement vous faire une présentation de l'ouvrage qui me permettra d'exposer un peu nos thématiques et puis qui pourra aider à avoir une conversation plus informée par la suite. Alors, je vais partager mon écran. Et voilà. Voilà, donc comme je le disais à l'instant, le premier chapitre, donc l'ouvrage est construit en forme de chapitre et d'interruption, où Robert écrit dans le chapitre au départ, et puis moi j'interromps, et puis au fur et à mesure, la dynamique en fait se retourne. Et donc comme je disais à l'instant, Robert commence avec un objet de recherche qui est sensiblement le même que celui de Sarah Gainsberger et Jérôme Truc, et donc qui est de saisir le dédoublement de l'espace et du temps au carillon entre le désastre qui est à la fois ambiant mais qui se dissipe et la légèreté du lieu qui se rétablit, et notamment à travers la métaphore de la névralgie. Et donc moi, j'utilise cette métaphore de la névralgie pour proposer une histoire sociopolitique de la Goutte d'Or et de présenter les cadres socio-légaux qui structurent la présence policière dans le quartier. Et donc en fait, malgré des terrains assez différents, ce qu'on essaie de toucher ensemble, c'est les traces de violence politique. Et donc de saisir la violence dans laquelle l'État est investi d'une part, mais aussi dans des groupements non étatiques violents. Et c'est de saisir comment on peut comprendre nos espaces distincts dans un même champ, dans un même univers de sens, pour le dire autrement. Dans le chapitre 2, Robert continue sur cette notion de mémorialisation des attentats dans l'espace, en partant des graffitis qu'il y a autour des lieux de mémoire. Et lui, en fait, il appréhende ces graffitis à travers la métaphore de terreur-graphie, donc une graphie localisée de l'expérience du terrorisme. Et donc, ces graphes seraient un peu des traces des blessures infligées à l'espace et au corps. Mais néanmoins, ces graphes sont inscrits dans une tension entre la volonté de tracer et la nécessité d'effacer, ou bien la nécessité de grapher et la volonté d'effacer. Moi, je me réapproprie cette notion de graffiti et je l'ancre dans la dialectique du déracinement et de la fixation territoriale qui fabriquent l'exclusion socio-spatiale dans la ville de Paris aujourd'hui. Et donc, à partir de là, en pensant comment le graffiti émerge à la Goutte d'Or, comment est-ce qu'il est effacé par le réaménagement urbain, j'essaie de toucher un peu sur la construction de la mémoire collective en me réappropriant Maurice Halbwachs et le concept de spatialité, mais en posant la question de que fait-on d'un espace où les traces de la mémoire collective ne sont pas tout à fait celles des habitants qui y vivent. Vous voyez, parce qu'il y a cette dialectique de déracinement et de fixation territoriale. Donc, voilà, c'est une tension entre le traçage, le marquage d'une présence collective dans l'espace et son effacement progressif ou cyclique. Le troisième chapitre, je ne vais pas l'expliquer, puisque c'est sur le texte du chapitre que portera notre présentation. Et ensuite, au fur et à mesure que le livre évolue, je prends de plus en plus la parole. Et donc, le chapitre 4 porte sur la présence policière dans le quartier de la Goutte d'Or, où je m'intéresse au concept de trace
en essayant de le saisir à travers les concepts d'habitus et d'exis, en pensant le rapport à la police comme une forme de socialisation corporelle, et où je développe, en m'appropriant le plus possible les outils de Robert, les outils phénoménologiques, j'essaie de produire une phénoménologie de l'interpellation à base d'entretien et d'un volet auto-ethnographique. Donc, en ayant vécu in situ à la Goutte d'Or, j'ai pu essayer d'objectiver ma propre socialisation à la présence policière dans le quartier. Après, ensuite, on revient donc sur les thématiques propres qui se rapprochent plus de votre ouvrage. Donc, on réexplore la politique de l'archivage, la mémorialisation, la fabrication de mémoire collective des attentats à travers la phrase de Jacques Derrida, donc du mal d'archives, et d'essayer de comprendre un peu la politique de la tragédie, du deuil, et de saisir comment les institutions se saisissent de ces déclarations affectives que sont les mémoriaux. Donc moi, en voyant ce mal d'archives, je propose sur la base d'entretien une forme d'archivage qui serait peut-être l'archivage que nous faisons dès que nous étudions un objet d'étude donnée, qui est l'écoute sociologique. Et donc d'essayer sur la base des discours de personnes qui ne sont pas forcément, dont la parole n'est pas forcément archivée de façon conventionnelle, elle n'est pas conventionnellement archivée, je propose ma propre méthode d'écoute sociologique comme une forme d'archivage. Donc c'est effectivement des choses dont on peut discuter, mais voilà, c'est essayer de proposer des éléments méthodologiques face à ce qu'on considère comme étant un mal d'archives. Donc ce que nous continuons après dans le chapitre 6. Et en fait, toute cette réflexion que Robert et moi avons construite entre, d'une part, la mémorialisation des attentats dans le 10e arrondissement, donc dans le quartier du Canal Saint-Martin, et moi, d'autre part, à la Goutte d'Or, mais plus généralement dans le 18e et le 10e arrondissement, ça nous mène en fait à proposer une forme d'anthropologie spectrale, la métaphore du fantôme, pour essayer de saisir les traces de violence qui ne se donnent pas forcément à voir dans l'espace présent, tel qu'il existe aujourd'hui. Et donc, on a pensé, après Robert a fait un travail de consulter les mémoriaux des rafles de 43 et d'aller chercher des mémoriaux qui existent ou pas, des rafles de 58 et de 61, donc des ouvriers algériens pendant la guerre d'indépendance. Et donc, ce qui lui permet après de produire ce concept, de penser la ville de Paris et ses questions de mémoire, ses questions de mémorialisation de violence et de violence politique à travers la notion de palimpseste. Et donc, à la fois une superposition et entrelacement des mémoires et phénomènes de violence à Paris, et ce qui permet de voir son espace et son approche et la mémoire concrètement qui est produite autour du Bataclan et du Carillon, et la mémoire qui est produite autour du rapport à la police et des faits de violence policière, d'autre part, avec ce concept et les histoires qui y sont liées, que ce soit les rafles de 43 ou celles de 61, à travers le palimpseste de violence, on essaie de comprendre la ville de Paris sans créer les oppositions binaires habituelles ou qui ont pu avoir lieu dans la torpeur émotionnelle qui a été liée aux attentats. Et en fait, c'est ce qui nous permet de conclure, in fine, de proposer une analyse explicative, donc un peu moins conceptuelle, un peu moins métaphorique, mais de penser les attentats, d'une part, mais aussi les faits de violence policière et l'exclusion socio-spatiale comme phénomène structurel, comme existant au sein d'une configuration de violence. Donc là, je ne vais pas en dire plus, puis j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter après nos lectures à Robert et à moi. Et donc, je vais laisser la parole à Robert. Je vous remercie.
Robert, you're on mute. Okay, all the better because you heard me speaking in French. I'm going to I'll just say a few words in English and we'll see how this transitions into English and French. I'm going to be speaking about the phenomena of Opération Sentinelle in Paris and in France more generally. I think many of us today have seen the soldiers that patrol the streets of Paris. And this is a part of a larger project of Vigipirate in France, of a kind of protection of key sites and the persons of France. And I've written a text called Opération Vigilance, Operation Vigilance. And this is a chapter from the book that came out last March of mine, Sur les traces de violence, un essai anthropologique après les attentats de Paris, published with Presses Universitaires de Paris, and the translator was Céline Curiel. So I'm going to be reading a text. It's just a few minutes long. And one thing to note is that after this text was published in this book, when Khalil and I started to work together, it became chapter 3 in a longer version. And then Khalil wrote an interruption to that, a kind of commentary on the text that he'll be reading today as well. So the way I've set it up is I want to keep with the reading in the English. Je préfère de parler en anglais au première, mais il y a aussi une transaction en français jusqu'à côté. D'accord? A band of military soldiers approaches near the walls of the hospital, semi-automatic rifles in their hands. This is a platoon of men and women on patrol, strolling through the neighborhood with an air of leisurely vigilance. A few of the soldiers look toward the terrace. The platoon crosses the intersections of streets and turns toward Rue Alibert. The approaching unit is a multi-eyed assemblage of consciousness and weaponry. The gendarmes wear berets, brown leather boots, and khaki camouflage fatigues fixed to weighty box-like backpacks. Helmets hang from their belts, omens of a future street battle. In their arms, the men hold semi-automatic rifles nestled like babies. The guns point down toward the ground. Safety's on. They can be raised at sudden notice. The metal looks dangerously real. The soldiers are on the alert for specters of terror. They pass like phantom apparitions, images from a strange dream. For a few lingering moments, their mobile presence disrupts the everyday. The street takes on an ominous tone. Dangers lurk. Imagined threats of violence are sensed vaguely. When a patrol passes, the space becomes different. We become aware of the potentiality invested in hidden spaces, cardboard boxes, the capacities of men and women. The atmosphere changes and suddenly there is a different affective space. The soldiers pass out of sight and soon the everyday returns, motorbikes, children playing, glasses of Côte d'Or. Watching this, I am left with a sense of a tense and awkward schism between the banal pleasures of everyday life and its potential disintegration at a moment's notice. The patrols walk irregular routes through the streets of Paris. Their training has given them calibrated teamwork in threat perception. Within the flow of their nomadic surveillance, they scan for signs of weaponry, bombs, unclaimed bags, anxious eyes and faces, hateful terrorists willing to sacrifice their lives for the cause. The soldiers proceed with shifting thresholds of apprehension, concentration, danger, threat, distraction, fatigue. The eyes look, and in that steady stream of regard, the gendarmes make themselves seen while looking. The visuals go both ways. The soldiers look for signs of imminent terrorism, while simultaneously commanding a visual display of military potential, vigilance in the flesh. Through such a militarized optics, the foot soldiers articulate a vision of safety, violence, threat, and danger, much as the French state does. The state cultivates a certain distribution of the sensible, an arrangement of the perceptible that makes violent threats seem apparent, altogether real and possible, while shifting attention away from other forms of violence, including swaths of violence enacted by the state itself. The soldiers scan for terroristic devices in the streets and structures of Paris, yet little is seen or said about the violent terror inflicted by the French state and other military security regimes on various peoples through armed warfare, covert operations, signature drone strikes, and detention camps. The forces of Opération Sentinelle entail a scenic affirmation of a war against terror, which makes apparent certain threats and instills a politically shaped gaze, while other kinds of visions go unmentioned and unheeded.
It's like a magic trick in which members of an audience are encouraged to look at one kind of potential violence, while other tracks of violence go unnoticed. Misdirection is the magician's word for that art. Look here, not there. The guns point in a certain direction. Most people do not seem to mind the mobile machine gun presence much, nor do they engage with the gendarmes. There's little verbal interchange, yet much watching on both sides. Some Parisians say they find themselves comforted by the presence of the soldiers in their everyday lives. Others say it's all a joke, that there's no way the soldiers could prevent violent attacks. I want to learn how they see. In mimetic desire, I walked the streets of Paris slowly, vigilantly, trying to see as the soldiers did. I kept an eye out for anything suspicious in the shadows and the ordinary. I did not see much at all. For a few days, I kept a vigilance log in which I noted perceptions of possible harm. I wished to learn how to sense the potentialities of death and violence. The notebooks hold fragments of this phantom vigilance. Three men walking past, carrying a cart. A man on a cell phone standing on a street corner, looking about. The woman, dressed in black, walking along the bike path. I hear sirens often now. While in the studio apartment on the 6th floor of the building, I hear the sirens of police cars. At times they go on for several minutes at a time, a rush of alert, alarms, vigilance. I hear the alarms, but I can't know what's going on. I am tempted to go into the streets to see what is happening. I've turned on the television to see if some new attack has recently happened. The television stations are calm. Two men leave the metro car quickly, at the same time. A man lingers at a street corner at midnight. He sees me looking his way. He shifts his feet, lights a cigarette. Men talking last night in the apartment across the way until 3 or 4 in the morning. The language is not French, Arabic, most likely. Silence, quiet, and then I hear the voices again. I gave up on the effort, and stepping into a phantasm of anxious vigilance, I was starting to detect death and injury in the words and faces of strangers, and that acuity troubled me. It was not that I thought the violence was necessarily there, but that I had come to imagine the violence to be there, threats real and unreal on a warm summer night. That kind of imagining was dangerous. The modalities of vigilance create phantasms of violence. Paris was morphing into a phantasmagoria of imminent violence in which a shifting and complex succession of optical effects and illusions combined and turned in fantastic, dreamlike ways. I shied away from such fearful imaginings. The specter of alarm haunts me still. After a while, after several platoons pass through daily consciousness, one comes to see space and time differently and the nature of sociality. Daily life is peaceful, light, calm, fun, and a deadly war is going on. The vigilance is double-edged, to say the least. One comes to develop a militarized consciousness. The soldiers, too, mark the city. They leave traces of their weapons and their vigilant regard in the streets of Paris. They inscribe fear and violence. This is another form of terrorography, a writing of fear and terror into the world. And with that, we can turn to Khalil. Merci. Alors moi, je repasse au français. Et donc, mon texte est vraiment dans la continuité de ce que Robert vient de lire. Et donc, je vais rappeler, c'est une autre, en parlant donc l'opération Vigilance, c'est une autre forme de terrographie, une forme de marquage du monde, donc une réitération de la peur, n'est-ce pas? J'ai l'impression d'avoir une connexion un peu lente. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok, super. Donc, je reprends. Décembre 2015, boulevard de la Chapelle, 22h. Je sors d'un restaurant avec mon dîner dans un sac. Un jeune homme est posé contre le mur du boulevard et murmure les marques de cigarettes qu'il vend. Je m'approche et lui demande 2 paquets de Marlboro algérienne en lui tendant un billet. Alors que j'ouvre un paquet et on retire une cigarette, nous commençons à discuter. « Comment ça va ?» me demande-t-il mécaniquement. « Ça va, alhamdoulilah. » Nous échangeons brièvement par rapport à l'état d'urgence et la situation politique du pays. Je lui demande comment se passent les contrôles de police, s'ils sont plus fréquents et persistants depuis l'application de l'état d'urgence. Oui, mais, j'enchaîne immédiatement, ça ne t'empêche pas de travailler. Il secoue la tête. Non, ils sont occupés à chercher les terroristes, comme ils ont fait à Saint-Denis, pendant l'opération du raid rue du Corbillon, le 18 novembre 2015. Ils ne nous dérangent pas quand on vend, continue-t-il. Le problème, c'est pas pendant qu'on travaille, c'est le reste du temps.
c'est parce qu'ils ne savent pas faire la différence entre un terroriste et un arabe. D'un geste du bras, il indique le commissariat rue de la Goutte d'Or. Alors que nous, dit-il en me pointant du doigt, on a fui le terrorisme. Nous, on sait ce que c'est le terrorisme. Il tape sur son torse, il frappe sur son torse d'un poing fermé à chaque fois qu'il dit « nous, on sait ». Nous, on sait, mais ils pensent qu'on est tous des terroristes. Ils n'ont pas du tout compris ce qui se passe en fait. Il marque une pause. Marlèche, peu importe, conclut-il. Ils n'ont pas besoin de nous pour brûler leur pays. Ils le feront tout seuls. D'un mouvement sec de la tête, le vendeur de cigarettes m'invite à partir afin de ne pas attirer l'attention de la patrouille de police qui vient de tourner sur le boulevard. Je hoche la tête en signe de compréhension et le remercie en lui souhaitant la paix. Salam, me répond-il alors que je m'éloigne. L'état d'urgence s'est toujours situé à une jonction particulière de la République coloniale française. La loi, instituant un état d'urgence et en déclarant l'application en Algérie, a été adoptée en 1955 comme moyen de réprimer les nationalistes algériens en tant que combattants sans avoir à transférer les pouvoirs de gouvernement à l'armée. Depuis, il a été appliqué en Nouvelle-Calédonie-Conakry de façon intermittente entre 1985 et 1988, ainsi qu'en 1986 et 1987 dans les îles de Wallis et Futuna. En 2005, enfin, l'état d'urgence a été déclaré à Paris et dans 20 autres villes où des révoltes ont eu lieu suite à la mort de 2 enfants, Zied Benna et Bouna Traoré, alors qu'ils étaient poursuivis par une patrouille de police à Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Portant cette histoire dans nos sensibilités, il faut dire que nous étions peu à être choqués par les réactions belliqueuses à la fois de l'État et de l'opinion publique française. Nous, le changement que les attentats et l'état d'urgence ont apporté a sûrement été cette consolidation du nous que nous incarnions collectivement et de cet eux qui nous faisait face. L'état d'urgence de 2015-2017 et la fabrication symbolique de l'ennemi islamiste a permis le ciblage des communautés musulmanes et immigrées du pays à travers des perquisitions, des arrestations, des mises sous surveillance et assignations à résidence organisées par ordre administratif sans supervision judiciaire. L'état d'urgence en cela repose sur des géographies de l'altérité qui le prédatent et qu'il vient alimenter ensuite. L'état d'urgence permet de marquer les frontières nationales de l'ordre sociopolitique entre les citoyens républicains d'une part et leurs autres. Si l'état d'urgence a pour matérialité une série de pratiques de police, il n'empêche qu'en tant que dispositif discursif, l'état d'urgence repose sur la légitimation scientifique des statistiques, des questionnaires, des sondages et des études qualitatives. Or, des fantasmes d'altérité religieuse, culturelle et raciale continuent de circuler, voire parfois de structurer certains travaux de recherche sur les jeunes personnes d'origine caribéenne, ouest ou nord-africaine, des espaces urbains français contemporains, comme celui que j'ai étudié. En transformant des catégories socio-symboliques et des imaginaires dans l'ordre de la vérité scientifique, les sciences sociales, n'empêche, risquent dès lors de nourrir les mythologies nationales de la menace, de l'ennemi intérieur, de la guerre. Lors d'une après-midi grise, sur la place de la mairie du 18e arrondissement, j'ai témoigné d'une étrange scène qui me rappelait la circulation de ces fantasmes. Un jeune homme algérien, ombre d'une barbe sur les joues, veste en cuir et jean délavé, Stan Smith aux pieds, court en sortant du métro Jules Geoffrin. Il a les mains en boule dans ses poches, les épaules courbées dans une posture défensive. Il se tourne et trouve derrière lui 2 femmes blanches, une mère et sa fille supposément. Je continue d'observer et en se répondant, il leur répond. « Qu'est-ce qu'il y a, hein ? C'est quoi votre problème ?» dit-il visiblement en détresse. « Arrêtez de parler de moi, arrêtez de me regarder. » Se sentir regardé, se savoir regarder, pas uniquement par l'État ou ses soldats sentinelles, mais par toutes celles et ceux qui vous voient en tant qu'autres. Il est effectivement étrange de se percevoir soi-même à travers le regard persistant d'un autre dominant, se comprendre et se constituer soi-même en regardant par dedans et par dehors simultanément, se percevoir d'une façon obscure, comme à travers un voile, comme l'écrivait W.E.B. Du Bois en 1903. Alors que nous, on a fui le terrorisme, nous, on sait ce que c'est le terrorisme. Celles et ceux qui ont fait l'expérience de la guerre et du terrorisme sont ici dans la République des objets de surveillance ou de crainte. Nous sommes scrutés. Mais les fantasmes sécuritaires viennent masquer la pluralité d'expériences de guerre, de transhumance et de mouvements qui font que ce nous n'est ni fixé, ni véritablement identifiable. Je n'ai ni fui la guerre, ni des attaques terroristes, au contraire des réfugiés algériens et congolais des années 90-2000, mais les fantasmes antiterroristes post-2015 ont produit un sentiment de compréhension commune entre le vendeur de cigarettes et moi-même. Nous ne sommes pas, et c'est bien là un des paradoxes fondamentaux de l'altérité. Juillet 2016, rue Capla. Je sors de mon immeuble et salue 2 voisins assis sur les marches de l'entrée. Le ciel est bleu et les rues denses et animées par le marché. Un groupe d'enfants joue et se passe une balle de foot sur la place de la Charbonnière. Un groupe de soldats de l'opération Sentinelle marche depuis la rue de Chartres, vers la place. La foule se fait silencieuse. Les enfants se dispersent et rejoignent leurs parents ou tuteurs, alors que la foule se sépare en 2 et laisse la patrouille traverser la place. Tout le monde semble regarder la scène. Je me tourne vers mes voisins et leur demande mécaniquement, sans vraiment y réfléchir. Ils patrouillent à pied maintenant. Je les ai toujours vus en voiture ici.
Ils patrouillent comme si c'était Gaza, me répond l'un d'eux. Ils viennent observer, comme ça ils sauront où nous trouver quand ils nous mettront dans des camps. Il faisait là référence à Laurent Wauquiez qui avait proposé d'interner les fichiers S. L'autre voisin rajoute, ou juste pour mettre des checkpoints, comme pendant la guerre. Les soldats passent, puis partent en continuant leur route vers le boulevard Barbès. La foule se reforme sur la place, les enfants reprennent leur partie. Mes voisins changent de sujet de conversation rapidement et nous exprimons notre gratitude pour le ciel bleu que nous avons eu cette semaine. Qu'y a-t-il derrière les fantasmes de guerre et de menaces générés par les attentats? Les personnes qui sont perçues comme des menaces ne sont pas pour autant des dépositaires de violence. Elles doivent, à leur tour, développer un ethos de la vigilance qui n'accorde pas sa confiance aux patrouilles militaires. Un ethos de la vigilance qui comprend l'antiterrorisme comme un dispositif qui cible à la fois leur corps et leurs espaces de sociabilité et d'intimité, comme cette placette où jouaient leurs enfants. Face aux soldats, mes voisins me parlent de vie troublée mais lointaine, autant dans l'espace, comme Gaza, que dans le temps, comme les checkpoints qui quadrillaient le quartier de la Goutte d'Or pendant la guerre d'indépendance algérienne entre 1955 et 1962. La vigilance est à double tranchant, c'est le moins qu'on puisse dire, écrit Robert Desjardins. Mais ces évocations permettent de comprendre le rapport affectif et politique qui est entretenu entre l'espace urbain et les patrouilles de police et de militaires. Elles permettent d'accéder à une communauté d'expériences particulières dans le moment de deuil des attentats de 2015. Effectivement, dès l'âge de 12 ans, les garçons et les jeunes hommes du quartier sont confrontés à des contrôles d'identité routinisés pendant lesquels leurs papiers sont visés, leurs corps palpés. Rapidement, en cas d'infraction constatée ou de refus d'obtempérer, un contrôle peut mener à des trajectoires de confinement dans le monde pénal et carcéral français. Depuis 2013, précisément, le quartier est désigné par la catégorie administrative zone de sécurité prioritaire. Les brigades de police y sont nombreuses, elles patrouillent le quartier de façon dense et coordonnée. Alors que certains ne sont encore que des enfants, tous incorporent la peur de l'abus de pouvoir, de l'humiliation, du harcèlement psychique et sexuel, de la possibilité de l'arrestation et de l'incarcération. Les soldats sentinelles continuent leur patrouille. Nous les hantons, effectivement. Et ils nous hantent en retour en projetant des fantasmes de ce que nous ne sommes pas, tout en nous rappelant ce dont ils sont capables. Des fantasmes, des fantômes, historiques, présents, inexistants, qui se dissipent, un ciel bleu également vers lequel nous nous ternons et qui apaise. Je vous remercie. Je pense que je laisse maintenant la parole à Simon pour voir si vous avez des questions, si on commence la conversation collective. Merci à vous deux. Donc pour une approche très, très différente de cette question des traces et de la mémoire des attentats. J'ai vu qu'il y avait une question qui me semble a disparu de mon écran, qui était une question vraiment très, très pratique et directe sur les dessins d'enfants. Je ne sais pas si l'un d'entre vous y a... J'y ai répondu à l'écrit, en fait. Elle est résolue. Elle est résolue. Pour gagner du temps, comme elle était très précise, j'y ai répondu en même temps que j'écoutais les exposés. Très bien. Alors, je vous laisse, si vous le souhaitez, réagir aux propos les uns des autres. Et sinon, il y aura sans doute des questions qui vont apparaître à n'en pas douter. Mais j'imagine que peut-être vous avez des commentaires, peut-être Jérôme, Sarah, sur l'autre exposé. Moi, je peux commencer ? Vas-y. Je vous en prie. J'ai noté plein de choses qui m'intéressent beaucoup. Bon, d'abord, pour préciser que, en fait, plus largement, je travaille depuis des années sur ces questions du rapport ordinaire à l'espace urbain, dans le lien avec la mémoire, donc ça m'intéresse beaucoup, au-delà de la question des attentats. Et je dois à l'honnêteté de dire que, par ailleurs, je suis une micro-historienne du Paris de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah. Et ça m'intéresse d'en parler avec vous, Khalil, sur la question que vous évoquez sur l'écoute. Alors, je voudrais savoir la forme, en fait. Si c'est l'acte d'écoute qui est la trace, ou si c'est l'enregistrement de l'écoute que vous considérez comme la trace, si vous pouvez élaborer sur cette question. Parce que donc, moi, j'utilise le son c'est tout un autre sujet, mais je voudrais revenir à un point précis. J'utilise le son, je crée des podcasts d'histoires localisées, incarnées dans la ville à partir de traces, justement, où j'essaie de redonner la parole aux gens ordinaires de périodes historiques. Donc, comme je suis spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, j'ai commencé par ça. Et en fait, un des projets que j'ai fait, ça s'appelle « Les Parisiens racontent la Shoah ». Et sans m'en rendre compte,
Donc, je pourrais être un cas d'étude de la logique de palimpseste sans m'en rendre compte sur le moment. Et j'ai des raisons très objectives, très scientifiques pour ça. Il se trouve que les 2 premières rues que donc j'ai refait vivre en podcast, en son binaural à Paris, se trouvent être 2 rues qui sont en face de lieu des attentats. Donc j'ai fait revivre la grande rafle dite du 11e rue des immeubles industriels, qui donc donne sur le comptoir Voltaire, immeuble par immeuble. Et j'ai fait revivre la rue Marie-et-Louise, qui donne en face du Carillon. Et en fait, quand tout d'un coup, j'ai commencé à développer j'avais choisi ces rues pour des raisons archivistiques qui, a priori, sont objectives. Mais et je me suis rendu compte qu'en fait, elles donnent toutes les 2 sur les attentats. Donc, ça m'intéresse aussi cette logique de palimpseste et de profondeur historique. Mais par rapport à ça, j'avais une question concrète. Qu'est-ce qui fait le point commun ? Donc, j'ai compris que dans votre présentation, Khalil, vous évoquez quelque part, de ce que je comprends, c'est la logique de l'état d'urgence qui fait le point commun de l'expérience. Mais à ce moment-là, les rafles de 43, elles ne sont pas dans une situation d'état d'urgence. Donc, je voulais savoir à partir de quoi vous construisez la notion de palimpseste. Est-ce que c'est par exemple, une situation administrative qui est commune à des quartiers de Paris à travers le temps, un ressenti d'une forme de violence qui vous serait personnelle, ce qui n'est pas du tout, une critique, mais juste une nécessité de l'expliciter, ou la présence de ces passés dans le discours des enquêtés aujourd'hui. Bon, par exemple, alors, faut savoir que le livre, c'est une toute petite partie de ce que Jérôme et moi faisons depuis 5 ans. On a écrit justement un article qui est paru en anglais. Entre parenthèses, j'ai écrit un texte sur l'auto-ethnographie, justement, si ça peut vous intéresser de le lire. On a écrit ce texte donc, qui est paru en anglais, je ne me souviens même plus sous quel titre, mais tu me le rediras, Jérôme. Le titre du chapitre, tu veux dire, ou le livre ? Non, le titre du chapitre sur... en fait, c'est pour un livre sur migrants, les immigrés, les trajectoires de migration en rapport avec les mémoriaux. Et le titre de notre chapitre, c'est « From here because from abroad ». Voilà, c'est ça. Et dedans, on étudie les lieux, même après les attentats, mais aussi la répétition des commémorations. Et notamment toutes les interactions place de la République au moment des commémorations. Et alors ça, par exemple, tout ce que vous venez de décrire sur tout le discours sur moi, je sais pourquoi, moi je suis ici parce qu'il y avait des terroristes en Kabylie. Et donc, cette tension, en fait, toutes les tensions qui apparaissent au moment des commémorations à la République, bon, cette année, bien sûr, il n'y a pas, mais depuis les attentats, elles sont toutes, en fait, entre gens qui s'identifient d'une certaine façon, soit avec la religion musulmane, soit avec un pays, une origine dite d'un pays arabe, en général du Maghreb. Et en général, quand je suis sur le terrain, ça commence, à un moment, ça part à parler en arabe. Ils s'engueulent en arabe. Donc moi, en général, je dis, mais attendez, tout le monde ne parle pas arabe ici. Moi aussi, je suis là. Vous pouvez quand même parler en français parce qu'on a une discussion collective. Et il y a toute cette tension qui tourne autour de ça, c'est-à-dire comment à la fois sortir de ce piège que vous avez décrit de l'assignation par rapport à l'enjeu sécuritaire, mais en même temps reconnaître qu'il y a un enjeu sécuritaire dont ils ont eux-mêmes été victimes, puisque en général le débat part de le premier qui met le mot Kabylie quelque part, c'est juste l'engueulade généralisée. Donc voilà, donc je pense que ça peut être intéressant peut-être comme point de discussion, et si vous pouvez, du coup ça m'amène à ce que je disais, c'est-à-dire est-ce que ces notions de palimpseste et de temporalité, de passé évoqué, viennent des enquêtés eux-mêmes, ou d'une forme de projection. Par exemple, le mot checkpoint, je dirais pas que... Enfin, peut-être qu'il fait référence à la guerre d'Algérie, mais c'est pas vraiment le mot qu'on employait à l'époque. Et je me demande... évidemment, il fait référence à la frontière entre les territoires palestiniens et Israël. Enfin, évidemment. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'entends. Donc, rien n'est évident. Et voilà, donc savoir comment, en fait, l'assignation du passé se fait par l'observateur, par l'enquêté, etc. Et puis, je voulais dire que pour le 18e, en termes de passé violent, il ne faut pas oublier que c'est un quartier qui a été intégralement bombardé pendant la guerre.
Et il y a énormément de choses et d'archives dessus. Si ça vous intéresse, je pourrais vous les montrer. Parce qu'il y a des immeubles antiques. Donc, en termes de rapport avec l'espace urbain, il y a beaucoup de choses. Et ça n'a pas du tout été étudié, en fait. C'est des fonds qu'on essaye de populariser avec mon amie de toujours, Isabelle Bacouche, avec laquelle je travaille sur Paris. Donc, peut-être que aussi le rapport à la destruction de l'espace, c'est particulièrement intéressant. Sachant qu'aussi, toujours pendant la guerre, c'est aussi là où il y a eu un des attentats de l'époque contre les synagogues, attentat qui venait de groupuscules d'extrême droite, évidemment, en 1941, dont rue Saint-Isidore. Et voilà, savoir si ce type de passé aussi fait sens pour vous en termes de réaménagement de l'espace mental et de l'espace. Parce que moi aussi, je suis une grande fan d'Alpax. L'espace mental et l'espace urbain. Alors, je vais répondre rapidement. Et puis, si Robert veut rajouter quoi que ce soit par rapport à vos questions, Sarah, don't hesitate, Robert. Alors, sur la notion d'écoute et de traces et d'archivage et l'écoute sociologique, c'est une méthodologie que je suis en train de développer qui est en cours. Je sais qu'il y a juste l'écoute sociologique, c'est un peu l'écoute active, la capacité à vraiment savoir adopter une posture respectueuse en face d'une interlocutrice ou d'un interlocuteur pour faciliter une situation d'entretien qui met les personnes à l'aise et qui permet d'avoir des conversations qui peuvent être anecdotiques, mais qui peuvent assez rapidement en fait, passer dans l'analytique, où une personne rebondit sur un affect par rapport à un souvenir ou par rapport à une chose que moi j'ai dite, qui produit après, où une personne va développer un concept. Donc en fait, moi, c'est très contextuel en fait. Je pense au quartier que j'ai étudié. Excusez-moi, Jérôme, j'ai votre micro qui... parfait, merci. Je m'entendais, en fait. En fait, je pense que c'est assez contextuel à la démarche que j'ai eue. C'est qu'il y a peu d'archives de l'expérience de la génération des années 60 pour être anecdotique, en fait, je commence par l'anecdote. Face à une absence d'archives, face au mal d'archives que décrit Robert ou quand il utilise par sa lecture de Derrida, face au mal d'archives par rapport à l'immigration dans le quartier, l'histoire post-guerre d'Algérie, en gros, j'ai ressenti comme un mal d'archives, comme un manque. Et du coup, en fait, ce que j'entends par écoute sociologique et la production d'une archive qui soit sociologique et un peu décalée de l'archive de l'Arché, mais qui soit une forme d'enregistrement, c'est la démarche que j'ai eue vis-à-vis de personnes qui avaient vécu certains moments historiques. Donc, j'ai parlé avec un des musiciens d'un groupe de hip-hop du quartier qui avait vécu dans les années 80 dans le quartier. Donc, il m'a parlé qui a été très critique, par exemple, par rapport aux jeunes aujourd'hui, mais qui m'a parlé d'une histoire qui était où lui-même tissait des connexions historiques et connexions temporelles et spatiales. J'ai parlé avec des personnes qui ont vécu la guerre d'Algérie, qui sont arrivées en France après la guerre et qui avaient toute une réflexion en fait analytique sur le rapport qu'elles entretenaient à la France du fait de leur naissance sous le code de l'indigénat. Et puis après, en rencontrant ces personnes plus âgées, j'ai rencontré leurs amis, dont des personnes d'origine espagnole. Et donc, en interagissant avec un public qui a presque 80 ans, c'est une fille de réfugiés espagnols de la guerre civile espagnole. J'ai eu l'occasion de parler avec des personnes en fait d'un assez grand panel en termes d'origine et de rapport à cet espace, de proximité avec certains faits historiques, où c'est à la fois sur la parole des acteurs et à partir des pistes analytiques qui me sont données, après je me tourne vers les faits historiques. Et donc la synagogue Saint-Isidore, on m'a dit, vous savez, c'est pas la première fois qu'ils attaquent des synagogues, et va voir de l'autre côté du boulevard. Je suis allé voir et donc effectivement, je l'ai trouvé, c'est à partir de conversations que j'essaie de tisser une temporalité. Et puis après, parfois des choses anecdotiques, elles sont effectivement confirmées par les faits, ou inversement, les faits sur lesquels je tombe, je vais poser des questions. Et donc, par rapport au checkpoint, c'est que j'avais entendu cette référence plusieurs fois
Et puis bon, une fois j'ai posé la question, je vais vous parler de quoi en fait. C'est à force de ne pas être dans le... Je voulais faire partie de l'univers de sens par rapport à ce mot. Effectivement, je pensais que c'était par rapport à la Palestine. Et ils en parlaient au passé. Et donc, ils m'ont dit, non, ça fait référence au quartier. Si tu regardes les photos de 55, 58, 61, il y a des photos de contrôle d'identité comme ça. Donc, ce n'est pas forcément des checkpoints. Effectivement, l'imaginaire qui est mobilisé fait référence à des contextes contemporains pour l'image, mais il y a aussi et c'est là où le travail de Maurice Halbwachs m'intéresse, en fait, parce que c'est des traces qui sont très intangibles et où, effectivement, mon travail d'objectivation, c'est un investissement subjectif dans quelque chose qui pourrait ne pas être là, mais qui, à travers un effort de saturation, etc., à force, et puis bon, effectivement, c'est des conversations comme ça à l'épicerie, en faisant la queue à la poste et tout, et puis ouais, on construit... Ok, alors super, j'ai bien compris et je trouve ça super et moi, c'est tout à fait comme ça que je pratique la sociologie. Okay. Mais du coup, question qui était implicite, cette matérialité, parce que vous avez les conversations, mais les conversations, vous les enregistrez pas, n'est-ce pas? Quand ça s'y prête, si. Mais est-ce que la notion d'archive, par exemple, le mal d'archive pourrait donner lieu à beaucoup de discussions, parce que des archives sur la guerre d'Algérie à Paris, on peut en trouver beaucoup. Parce qu'elles ne sont pas forcément libellées comme archives de la guerre d'Algérie, mais par exemple, maintenant que je l'ai fait pour la Seconde Guerre mondiale, il y a une façon d'utiliser toutes les archives ordinaires d'une vie de ville pour retracer des choses. Donc c'est aussi une sorte de subjectivité de l'archive qui est en mal plutôt que de l'archive elle-même. Enfin, peut-être quelque chose à élaborer de ce côté-là. Du coup, parce qu'il y a un projet aux États-Unis que Robert connaît peut-être qui s'appelle Story Corps et qui est juste génial. C'est mon rêve de le faire en France. Donc, en fait, c'est un camion. Enfin, au départ, c'était un camion de collecte d'histoires de vie, en gros. Mais sans dire, je viens vous interroger sur la guerre d'Algérie ou je viens vous interroger sur... Et bon, ça a gagné, enfin, c'est un truc super connu, hein. J'invente rien du tout. Donc, ce que je voulais dire, ça a eu le prix TED, etc. Est-ce qu'il y a une volonté aussi de conservation? Comment vous envisagez le passage? Parce que s'il y a mal d'archives et vous êtes là pour répondre quelque part à un mal d'archives, qu'est-ce qui reste après? En termes de matérialité de la chose. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois bien ce que vous voulez dire. Et bon, c'est une question à laquelle je n'ai pas répondu encore. Parce que c'est pour ça que je dis que cette idée d'archivage et d'écoute sociologique, c'est une méthode qui est en cours de construction et qui est nécessairement décalée, parce qu'en fait, je n'ai pas forcément vocation à mettre mes notes dans un registre d'archives. C'est plus face à des pratiques de non-transmission de la mémoire collective ou d'aphasie par rapport à certaines mémoires. C'est qu'en fait, parfois, on n'a pas besoin d'aller dans un bac pour justement, quand on est face à une archive qui est immatérielle, j'ai pas la réponse de comment est-ce qu'on la passe dans un registre de matériel physique qu'on peut consulter, mais c'est plus dans la démarche. C'est essayer de construire un rapport à des archives vivantes, en fait, et essayer de peut-être... C'est une question conceptuelle, hein, n'est-ce pas? Il y a une espèce de performatif, quelque chose de performatif dans l'acte de recherche. Maybe I could add in here. Yeah. I'm not sure if I understood all I'm the sorry, nuances. I spoke too much. No, that's fine. It's wonderful to really get into these questions. If I could just add, and again, I think I followed the discussion. I think we take archives in different ways. One is the concrete materiality of archives, state archives or community archives, but we also take it as a metaphor, as a drive. So there's a passage in the book where I talk about my own archive, my own mal d'archive, my own archive fever of spending time at Le Carillon and writing the inscriptions of the traces of this kind of strange doubleness that you spoke about, Sarah, about everyday life being there, but also these traces of violence. And there was a kind of, in French, you could say a position, a drive to record this. And so it plays out that way. I think Khalil has written about sort of this kind of collective community archiving within the Guto of people holding on to a certain way of life and maintaining certain histories. The other side of the archive fever are the erasures that are commonly sort of taking place. And so there's always this tension between an inscription and erasure. So one example of that is
Khalil has written about, we both have written about a site in the Goutte d'Or, on the Rue de la Goutte d'Or, where there was a police precinct in 1958, 1959. And in that basement, Algerians were tortured during the conflict with Paris police. And there was a group that lobbied and brought a proposal to the local government to have a plaque being put up there by that site, which is now actually a beer brasserie, and it was turned down. And so this is the whole question of why are some kind of commemorative plaques permitted in Paris, but not others. And so there's a very complicated politics and a negotiation of different kind of almost like different archive fevers, if you will. So I think we move from the very concrete and the empirical to something much more metaphoric. And we talk about our own work as a kind of caught up with that archive fever as well. So maybe that's one thing that we could add to the conversation. Jérôme? Oui, si je peux, en fait, là-dessus aussi, pour continuer, j'avais une remarque parce que en écoutant la présentation de Robert et de Khalil, finalement, ça m'a fait penser, surtout le passage sur l'opération Sentinelle, Vigilance, ça m'a fait penser à cet article de Randall Collins, du sociologue américain Randall Collins, qui pour moi est un peu fondateur de l'étude des réactions sociales aux attentats, qui est un article consacré, qui date de 2004, qui est consacré aux réactions aux États-Unis aux attentats du 11 septembre, et où il distingue les rituels de solidarité, Ritual of Solidarity and Ritual of Security. Et en fait, tout ce que vous dites sur l'opération Vigilance et l'opération Sentinelle, notamment ce que rappelait Robert, le fait que certains disent que ça les rassure, et que d'autres disent qu'en gros ça ne sert à rien, ça n'empêchera jamais un attentat, et les deux sont vrais. C'est ce que décrivait déjà Randall Collins à propos des contrôles dans les aéroports, en fait, où il dit, en fait, on sait qu'en termes d'efficacité, ça ne sert à rien. Quand il y a des tests, on voit bien qu'on peut passer avec des liquides, mais ça a une fonction symbolique qui est de rassurer les gens qui, une fois qu'ils l'ont passé, pensent qu'ils rentrent dans ce qu'il appelle une safety zone. Et donc, il met l'accent sur cette dimension, du coup, pour le coup, qui justifie votre démarche phénoménologique, de quelque chose qui ne se perçoit pas à un autre niveau que celui-ci. Ce n'est pas fonctionnel au sens du fonctionnalisme sociologique. Ça relève de la phénoménologie, de la chose qui est perçue. J'ai passé le portique, donc ça va. Il y a Sentinelle, il y a les soldats de Sentinelle, donc ça va. Et du coup, je trouve que votre exposé montre bien le fait que, pour rendre compte de ces réactions sociales aux attentats et des traces et la névralgie, je pense que la métaphore de la névralgie, elle est vraiment intéressante de ce point de vue-là. Il faut combiner les approches. Ce que vous faites à la Goutte d'Or, finalement, c'était aussi dans le projet REAT, on avait cette idée. Il y avait alors les mémoriaux, travailler sur les mémoriaux, travailler sur les réseaux sociaux, et puis aussi aller voir là où, enfin encore ailleurs, et en l'occurrence aller voir en banlieue. Nous, ce qu'on a fait, c'est aller voir, par exemple, d'un côté à Saint-Denis, parce qu'à Saint-Denis, il y a une partie des attaques du 13 novembre, mais ce n'est pas collecté, justement. Alors, on a fait un encadré dans le livre, on a eu toutes les peines du monde à aller explorer comment est-ce qu'à Saint-Denis ça a été vécu, quelles traces ça a laissé à Saint-Denis. Par exemple, il y a eu un registre de condoléances ouvert là-bas. Il a fallu du temps pour le retrouver, on n'a pas encore eu le temps de travailler dessus parce qu'on l'a trouvé tardivement. Donc, un écart entre, à Paris, tout de suite, la patrimonialisation, on la voit, on en parle, elle est médiatisée, et à Saint-Denis, pour le même événement, tout ça est... Et de la même manière, dans le projet REAT, on a travaillé dans la ville de Grigny, qui est vraiment qui symbolise vraiment en France la ville de banlieue, le ghetto à terroristes, parce que notamment en janvier 2015, un des terroristes, Amédi Koulibaly, est originaire de Grigny. Et à l'époque, du coup, la ville de Grigny, elle est vraiment pointée du doigt à nouveau dans la presse comme étant un repère de terroristes. Et alors, il se trouve, pour l'anecdote, que moi, je commence du coup une enquête à Grigny le 13 novembre 2015 précisément. On va rencontrer là-bas avec mon collègue Fabien Truong une association qui s'est créée après janvier 2015, en réaction justement à janvier 2015, pour justement faire entendre la voix des habitants de Grigny par rapport à cet événement-là. Parce qu'on a toujours effectivement ce que décrit Khalil, une population qui se retrouve à être stigmatisée en réaction à ces attentats islamistes, notamment parce que depuis 2012, en particulier en France, les politiques antiterroristes se sont individualisées avec la recherche de signaux de radicalisation. Et donc, ça justifie tout à fait d'aller voir comment ces populations-là réagissent aussi à ces événements-là et la tension qui se crée entre le fait d'être directement mis à l'index du côté des perpétrateurs, des terroristes, et en même temps pouvoir le vivre comme victime. Et du coup, j'avais une question qui était tout simplement: pourquoi la Goutte d'Or ?
Pourquoi pas justement un autre endroit de banlieue, un autre quartier populaire lié davantage, plus directement à ces événements-là, donc comme par exemple Grigny, voilà. Parce que je me souviens qu'il y a aussi eu une fausse attaque terroriste, mais qui à l'époque, on a pas mal parlé à l'époque aussi, à la Goutte d'Or, devant le commissariat de la Goutte d'Or, en janvier 2016, quelques semaines après le 13 novembre. Donc du coup, et c'est l'autre question, à partir de quand, du coup, vous avez commencé votre travail? Est-ce que ça commence dès tout de suite en novembre 2015? Est-ce que c'est comme Robert un peu après en 2016? Et du coup, est-ce que le travail est déjà en cours à ce moment-là, au moment de cette fausse attaque, mais qui est très largement médiatisée et qui localement est assez retentissante en janvier 2016? Oui, donc effectivement, c'est une bonne question, surtout parce que j'ai commencé à travailler sur la Goutte d'Or avant les attentats de novembre 2015. Donc j'ai choisi le quartier. Bon, en fin de compte, je trouve qu'il y a des éléments de méthode qui se recoupent beaucoup avec le travail de Sarah. Je me suis laissé un peu, comment dire, pris par le marché de l'immobilier parisien, qui a décidé en partie pour moi où j'habiterais. Et à partir en m'introduisant dans le quartier, puis en comprenant où j'avais mis les pieds, en fait, j'ai décidé de commencer un travail ethnographique pour mon mémoire de maîtrise. Et donc, c'est dans le cadre d'un séminaire que je prenais à l'EHESS, dans le cadre de ce mémoire, qui était un de mes apports anthropologiques pour ma méthode. Donc, bien après, j'ai commencé en août 2015 et j'ai rencontré Robert en mars 2017. Donc, en fait, j'avais déjà fait un bon bout de terrain et l'exercice, ça a été de trouver les traces des attentats déjà dans le travail que j'avais déjà fait, en fin de compte, et puis de faire des retours. Et donc de retravailler avec ces idées-là, les idées qu'on développait avec Robert en tête. Mais donc, pour répondre à la question rapidement, non, j'ai commencé avant. Robert et Khalid, est-ce que vous... Oui, pardon. Du coup, juste par rapport à ça, donc puisque ça a commencé avant et bien avant, est-ce que l'attaque du commissariat en janvier 2016, est-ce que c'est au niveau du terrain, est-ce que c'est un non-événement? Est-ce qu'on le repère? Est-ce que ça, du coup, à ce moment-là, déjà, il y a plus d'opérations sentinelles? Est-ce qu'on a un impact au niveau local ou en fait pas? Parce que bon, c'était aussi une fausse attaque et il n'y a pas de mort. Donc, il y a un mort, l'assaillant. Et donc, effectivement, ça a été un élément choquant, un événement choquant dans le quartier, mais qui a... moi, je réponds en fait en écho à la question que posait Sarah sur l'écoute. C'est qu'elle a laissé des traces sous la forme de silence. Donc, je l'ai inclus dans mes questionnaires. Je posais des questions, notamment aux commerçants qui travaillent près du commissariat. Et ça a été souvent des refus. De me dire... on peut, peut-être, pourquoi pas, mais pas dans le cadre d'un travail enregistré. Et par crainte, en fait, par la peur qu'avait suscité à la fois l'événement même, le fait qu'il puisse arriver, et puis vous parliez le contexte médiatique que ça avait créé. En fait, très rapidement, donc il y a l'opération Sentinelle qui est déployée dans le quartier. Il y a quelque chose de tout à fait sensationnel après l'attentat, qui n'est pas tout à fait l'attentat même, vous voyez, et où c'est vraiment ce qu'il y a dans les médias, c'est de l'ordre du symbolique. Donc, en termes de réaction matérielle, il n'y en a pas eu. Et puis après, c'est des choses qui s'expriment par le silence, par le non-dit, par le refus d'en discuter, parce que c'est des choses trop compliquées à développer, etc. Donc, c'est une absente présence. C'est quelque chose de très, très difficile à traiter sociologiquement. Vous connaissez le test projectif? La méthode du test projectif? Je vous enverrai. C'est pour travailler. C'est Marie-Claire Lavabre qui l'a popularisé en sociologie de la mémoire et elle l'utilise précisément pour inciter les gens à parler de choses dont ils ne veulent pas parler tout en les respectant. Et donc, c'est à partir des images. Comme outil de travail, comme outil d'enquête, comme outil de conversation. Ouais. C'était pour Staline, alors c'est un autre sujet. Et comment des générations de communistes racontaient leur militance et que personne ne parlait de Staline alors qu'ils avaient tous vécu, milité au PC
sous l'ère de Staline. Donc, elle ne savait pas, voilà. Donc, elle a inventé cette méthodologie qui peut peut-être à un moment être intéressante pour vous. Absolument, merci. Est-ce Test, que comment vous avez dit? de projection? Je vous enverrai. Test projectif. Projectif. Projectif, d'accord, je vous remercie. Est-ce que Robert et Khalil, vous souhaitez poser brièvement une question, faire un commentaire sur la présentation de Sarah et Jérôme? Yeah, maybe just an open-ended question one. I think you were both in Paris last week, last Friday, and you were busy with the anniversary events, commemorative events. I don't know if there's anything you could offer to the conversation about that, about what took place then, and what were if you made any sort of sociological observations of the way the event is now being constructed in memory. C'est une question pour Sarah. Peut-être on peut reformuler mon question en français. Non, pas pour vous, mais pour les participants. Donc la question, c'est de savoir si on a fait des observations et si on a des choses à dire sur la commémoration de vendredi dernier. Sarah peut. On est confinés. Moi, comme je suis en banlieue, je ne peux plus venir jusqu'au terrain. Mais Sarah peut en parler. Elle habite à côté. Alors, non, mais le terrain, de toute façon, il y a une partie du terrain qui est numérique, qui est digitale, puisque ce qui était particulier cette année, c'est que, bon, ça, on n'en a pas du tout parlé dans notre présentation, mais il y a un acteur aussi, c'est les associations de victimes. Donc, ça fait 5 ans. Les associations de victimes, elles sont dans un rapport maintenant de partenariat avec l'État et la ville de Paris pour construire des lieux institutionnels de recueillement. Il y a eu pas mal il y a eu beaucoup de discussions entre les associations puisqu'elles ont des profils différents. Il y en a une qui est plutôt une association, bien sûr c'est schématique, il y a de tout dans les 2 associations, plutôt une association de survivants du Bataclan et des terrasses, avec des plutôt jeunes. Et l'autre association, elle est plutôt une association de parents endeuillés. Donc, c'est bien sûr des profils, des vécus, voilà. Donc, maintenant, les associations sont différentes, mais elles travaillent quand même ensemble sur certains sujets. Et notamment, elles ont des modes de commémoration qui sont complètement différents. Et donc, Life for Paris, qui est l'association des jeunes, disons, pour parler rapidement, a une tradition de commémoration qui passe par le rassemblement de gens et le concert, et une forme de célébration de la vie, disons. Pendant plusieurs années, ils ont eu un lâcher de ballon, et maintenant, l'année dernière, ils ont mis des petits mots sur les futurs oliviers du jardin du souvenir. Donc cette année, pour eux, c'était une année de transition, puisque quelque part, ils passaient une forme de relais aussi institutionnel à la ville et à l'État, parce que l'État a pour projet, donc là, Khalil, peut-être qu'il faudrait enregistrer quelque chose pour leur proposer d'avoir ces matériaux dans la mise en scène. L'État a pour projet un musée mémorial des sociétés face au terrorisme. Et donc, on est vraiment dans cette phase de transition après 5 ans et d'institutionnalisation d'une forme. Et donc, cette année, au départ, la cérémonie était prévue place de l'Hôtel de Ville avec 600 personnes. Donc, Life for Paris a dû annuler sa cérémonie, ce qui est quand même ce qui a été très difficile pour les victimes. Par contre, 13-11-15, qui allait évidemment participer à la cérémonie de l'Hôtel de Ville, mais qui ne portait pas le projet de cérémonie en tant que tel, qui était moins dans leur ADN associatif, eux, ils avaient pour projet de faire une exposition autour du square qui est en face du Bataclan. Vous l'avez vu tout à l'heure dans une des photos de mon PowerPoint, les gens qui passent comme ça, d'artistes avec une photo du 13 novembre et une photo après, et un texte. Et donc ça existe. Et ça couvre tout le parc. Et donc ça, c'est un acte commémoratif qui a eu lieu. Et il faut dire que donc c'était vraiment étrange ce vendredi, puisqu'il n'y avait que les officiels entourés par des barrières. Comme a dit mon fils en allant à l'école, « Maman, mais tu m'avais dit qu'il n'y aurait pas de monde à la commémoration cette année, seulement les officiels. » Et il a dit, mais ça fait quand même beaucoup de policiers, ça c'est le livre de l'association 13-11-15, donc plutôt celui des endeuillés, c'est le catalogue qui revient sur tous les panneaux qui sont exposés. Et
Il m'a dit, mais tu vois, il y a beaucoup de journalistes et beaucoup de policiers, il y a quand même beaucoup de monde. Donc c'est le dispositif qui prenait le monde, mais pas les commémorants. Cela étant dit, c'était assez intéressant de l'observer vendredi parce qu'il se trouve que c'est jour de marché. Donc moi qui m'intéresse beaucoup à ordinaire et extraordinaire, et en fait, il y a énormément de monde qui se sont arrêtés pour voir cette exposition en passant, puisque c'était donc cette année, le 13 novembre était un vendredi, et que c'est le jour du marché sur le boulevard Richard Lenoir, juste derrière chez moi, entre chez moi et le Bataclan. Donc les gens, en fait, en allant ou en revenant du marché, beaucoup de gens s'arrêtaient, discutaient. C'est tous ces gens-là que les médias ont interrogés. Ils ont eu beaucoup plus de gens que d'habitude parce qu'ils n'arrivent pas à voir les gens en général. Parce que bien sûr, tous les médias étaient autour du square. Donc il y avait une sorte de chorégraphie médiatique d'un événement dont les gens les plus, en général, qui sont là étaient absents. Mais la société du spectacle qui va avec était là. Donc voilà, donc pour les victimes, ça a été voilà, ce passage-là n'a pas vraiment pu avoir lieu. Et d'ailleurs, on voit que tout ce qui a été déposé, et puis il y a eu une accélération parce que d'habitude la plaque, elle reste devant le Bataclan pendant au moins une journée et une nuit. Il l'installe pour la commémoration. Là, elle a été enlevée 5 secondes après la cérémonie. Je suis allée voir le maître des cérémonies. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous ne la laissez pas? Ah non, mais madame, on a des consignes. Je dis, oui, mais les autres années, elle y était parce que les gens, ils ne vont pas comprendre. Et donc, effectivement, il y a eu beaucoup moins de choses qui ont été déposées, beaucoup moins de gens qui sont venus dans cet endroit-là. Mais par contre, il y a eu une grande pratique autour de l'exposition. Et donc, du coup, la photo, par exemple, que j'ai prise de ce lieu, c'est beaucoup de banderoles officielles. Et très peu de gens, sauf bien sûr les parents, qui eux sont allés dans le parc avec la plaque permanente. Ils ont construit plusieurs petits hôtels à souvenirs avec les photos et une bougie à chaque fois. Et on les voyait, enfin voilà, tout à fait reconnaissables parce qu'ils ont, pour le coup, un habitus et une exis corporelle qui est spécifique. Merci. Bon. Merci Sarah. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent qu'ils peuvent poser des questions eux aussi avec le petit bouton qui est situé en bas de leur écran Q&R ou Q&R selon le langage de votre système. Il n'y a pas de questions là immédiatement, mais j'aimerais bien vous poser une question si vous voulez bien. Justement, ces mémoriaux éphémères qui ont même été recommencés là, du coup, hier à l'occasion de la commémoration. Est-ce que c'est un phénomène qui est historiquement situé ou est-ce qu'on a vu ça de tout temps ou en tout cas depuis longtemps à différentes occasions lors de traumatismes, enfin d'événements traumatiques? Et qu'est-ce que ça dit justement de la mémoire ordinaire que vous étudiez, Sarah? Et dans quelle mesure c'est complémentaire peut-être ou c'est la version populaire des commémorations plus officielles? Je commence peut-être par dire 2 mots. En fait, ce qu'on sait, c'est qu'on commence à s'y intéresser dans les années 90. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas avant, c'est même très peu vraisemblable. Mais les premiers gros travaux là-dessus, en anthropologie, c'est à propos de la mort de Lady Diana, c'est à propos de tueries scolaires aux États-Unis. Alors c'est intéressant parce qu'au milieu des années 90, donc à la période où il y a ces premiers travaux autour de ces mémoriaux spontanés comme rituel de deuil en fait, on a en même temps à Paris des attentats liés à la guerre en Algérie, la guerre civile algérienne, donc perpétrée par le GIA, à Saint-Michel et à Gare Saint-Michel et Gare Port-Royal, qui sont restés jusqu'à 2015 les plus meurtriers perpétrés à Paris. Et il est vraisemblable, en fait, à l'époque, il y a déjà comme ça des mémoriaux qui se créent avec des bougies, des fleurs, quelques messages. Simplement, à l'époque, ils ne sont pas un objet d'attention médiatique et encore moins, du coup, patrimonial. Ce n'est pas du tout des choses qu'on archive et voilà, dont on garde la trace. Cela étant, le rapport entre deuil collectif et écriture est très ancien, en fait. Les historiens nous renseignent sur le fait que, voilà, on a, y compris
l'anthropologue de l'écriture à laquelle je faisais référence dans mon exposé, Béatrice Frankel, dans son livre sur les écrits du 11 septembre, ces mémoriaux qui, pour le coup, ont vraiment envahi toutes les rues de Lower Manhattan et même au-delà, après l'effondrement des tours du World Trade Center. Elle dit que voilà, ça ramène à des pratiques qu'on observe déjà durant l'Antiquité, en fait, d'écrits funéraires pour incarner le deuil collectif. Sarah, tu veux ajouter un mot ? Juste un mot. Alors, je dirais pas qu'ils sont plus... Enfin, quand je parle d'ordinaire et d'extraordinaire, en fait, c'est un point de vue épistémologique et méthodologique de considérer que je vais pas me dire est-ce qu'il y a un événement traumatique en soi. Je vais regarder en délimitant soit une population, soit un espace, et je vais observer les suites, en fait, la succession chronologique après l'événement. Après, ça ne veut pas dire qu'ils sont spontanés, qu'ils sont asociales ou asociologiques ou plus ordinaires qu'une mémoire officielle qui, elle, serait extraordinaire. C'est deux choses différentes. Ils sont importants parce qu'ils portent une voix qui est moins facilement collectée que les archives administratives, mais ils ne sont pas pour autant ordinaires ou spontanés. Et un des objectifs du livre, c'était de montrer justement en quoi ils sont aussi une pratique sociale. Voilà. Merci. J'ai trouvé particulièrement intéressant que dans le livre de Robert, les sentinelles, les soldats qui parcourent nos rues, soient considérés comme des traces quelque part des attentats. Est-ce que ça, c'est quelque chose de nouveau? Qu'est-ce qui t'a poussé à envisager les choses comme ça? Est-ce que c'est aussi quelque chose que tu as observé comme une façon de se souvenir? Enfin, est-ce que les acteurs que tu as pu observer quand tu étais à ces terrasses des cafés ont fait référence aux attentats en eux-mêmes, ou est-ce que c'est devenu quelque chose, enfin, on oublie l'origine de leur présence pour ne plus penser qu'à cette présence présente? Je ne sais pas si la question est assez claire. Je peux la refaire en anglais. Khalil, do you want to start with that? Or also, there's 2 questions in the Q&A now as well. Yeah, Simone, I didn't quite get the details of your question in French. How did you get the idea to consider the military in the streets as traces of past violence? And is it also something that you noticed in what people around you said when you were in the cafes? Do they still see the military as something that reminds them of the attacks, or is it something that's part of the present and no longer something that reminds them of past events? That's a good question. I think it could be both. And just and even like being in Paris in this fall and talking with other people there, including visitors, there's a kind of jarring quality that suddenly the soldiers are there, by Notre Dame in particular these days in the space outside of it. And so I think there's a kind of phenomenologic, I think one encounters them anew each time. There's a kind of surprise, I would say, when you suddenly are on the street where the soldiers are. But I think it also does evoke this short-term history of violence in Paris and the possibility that the violence could recur again. So again, I haven't been doing systematic interviews with people, but I think there is that sense of it's both a kind of sort of present reality, and it carries all these different dimensions of security, of safety, of protection, but also this kind of looming presence of the military and the state, police in people's lives today. And it's a kind of shifting perception too. And the way, it's a good question of how and how Khalil and I started to do that, but I wanted to trace out all the different repercussions of the attacks and the many different aspects of life in Paris, and the soldiers were clearly one of them. I was reading newspaper accounts to see how journalists would portray what was happening. I was paying attention to all the graffiti and inscriptions in the sites that I was doing field work in, not just related directly to the memorial. So it was almost like a kind of, so I cast my net wide to look at all the different dimensions of it. And I guess just sort of the piece I read today, I started to write when I was at Le Carillon one day.
and just observing the soldiers that passed. And that was intersecting with other reflections I wrote, very much in a kind of autoethnographic mode of just writing about my own reflections and perceptions, and then slowly talking with people. So it was an attempt to really sort of look at the traces, not just as the concrete material that came in the wake of the attacks, but the reverberations within French society as a whole. And then when Khalil and I started talking, it opened up even further to looking at traces of colonialism in people's lives, today, and these long-standing histories and the wounding that people experience still. And we started to conceptualize that as traces as well. I don't know if you want to add anything to that, Khalil. Oui, si je peux rajouter autre chose, je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'a expliqué Robert. Et je rajouterais que par rapport à l'opération Sentinelle, dans le cadre de l'opération Sentinelle, c'est une opération antiterroriste. Et donc, dans une certaine mesure, c'est une trace socio-légale des attentats. Bon, l'opération Sentinelle a commencé avant. Elle est redéployée au moment des attentats. Donc, effectivement, il y a des continuités, discontinuités, enfin, ce que en anthropologie on appellerait des entrelacements qui nous permettent de parler de cette complexité sans forcément la démêler entièrement. Mais les patrouilles de police, les opérations Sentinelle et le fait qu'elles soient redéployées sont une des réactions sociales aux attentats. Si je peux me permettre de m'approprier un petit peu votre travail. Mais donc dans cette mesure, en fait, je pense que outre la phénoménologie et outre ce qu'en disent les gens autour de nous en situation d'enquête, je pense qu'on peut prendre un pas en arrière et juste regarder le contexte légal, le contexte parlementaire, etc. Et puis on verra que certaines pratiques non mémorielles, mais policières ou militaires, sont en soi des traces, mais sous d'autres formes. Donc après, comme le dit Robert, je ne vais pas répéter, mais des traces parmi d'autres, effectivement. And maybe one thing to add to that is I wrote the text in 2016, 2017, and we've both been struck by the speech that Macron gave, was it in October 2019, on the call for a society of vigilance, une société de vigilance, and how it should be in all aspects of life, in churches and sort of religious spaces and schools and homes. And so I think we find that Macron is advocating for this kind of, sort of all-encompassing vigilance in people's lives. And so I think that ties into this atmosphere that came in after the attacks in 2015, and then sort of has been sort of developing further in time. Je vais peut-être, parce qu'il est déjà 19h52, j'ai vu qu'il y a 2 questions concrètes sur le chat. Tu veux que je prenne celle sur le musée, tu prends celle sur les enfants? Si tu veux. C'est pas genré. Non, du tout, mais bon. Vas-y. Allons-y, oui. Sur le musée, rapidement, la question, c'est que sait-on du futur musée mémorial du terrorisme? Je peux vous dire ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que le président de la République, Emmanuel Macron, souhaite que ce musée se crée, qu'on avance le plus possible sur ce projet-là d'ici à la prochaine élection présidentielle. Donc, il y a une mission de préfiguration du musée qui avait été confiée à l'historien Henri Rousseau, qui a rendu un rapport au printemps dernier. Et Henri Rousseau a été reconduit dans sa mission pour cette fois-ci vraiment concevoir, non pas simplement préfigurer, mais concevoir le musée. Ce qu'on ne sait pas à l'heure d'aujourd'hui, c'est où il sera. C'est l'enjeu principal, c'est déterminer à quel endroit il sera, ni quel sera son contenu. Les deux sont liés évidemment, mais il y a tout un travail de réflexion en cours sur le contenu. Il y a déjà une esquisse de ce que pourraient être les différentes étapes de l'exposition permanente, avec notamment une partie qui serait consacrée aux réactions sociales aux attentats. Et en l'occurrence, Henri Rousseau m'a sollicité pour que je m'associe à ce travail-là. Donc c'est pour ça, du coup, que je peux vous y répondre aussi précisément. Voilà. Intéressant, c'est que la question, c'était le musée mémorial du terrorisme. Et effectivement, c'était la première expression utilisée par Emmanuel Macron dans le premier discours. Mais en fait, on se dirige vers un musée, ça va vous intéresser, Khalil, un musée, un ethnomusée. C'est-à-dire un musée des sociétés, pas un musée d'histoire, mais plutôt la logique, parce que vous savez, je ne sais pas si ceux qui nous écoutent savent, en France, il y a des catégorisations très précises dans la typologie du ministère de la Culture en termes de musée. Et donc, il y a plusieurs catégories.
Et là, ça relèverait plutôt d'un musée d'ethnologie, en fait, ce qui est par exemple le musée du Quai Branly. Donc, ce serait une forme de musée, en fait, ce serait une sorte de musée d'ethnologie de la société contemporaine, vu à travers cet angle-là, ce qui, bon, c'est un choix sur lequel on ne va pas discuter vu qu'il nous reste 5 minutes. Mais voilà, donc c'est cet angle-là, et il y aura une très grosse partie au second degré sur les questions de mémoire. C'est évidemment Henri Rousseau qui en a la direction. Alors, pour la remarque de Cécile dans le chat, alors il y a deux choses que m'inspire cette remarque. D'abord, c'est évident qu'il y a un certain nombre... Ah oui, je vais lire la remarque, pardon. Lire la remarque parce que tout le monde... Ouais, c'est pour dire, Cécile a écrit « J'ai été frappée à quel point mon fils de 8-9 ans a été touché et peiné par le mémorial de la République après le Bataclan, alors qu'on y est allé bien après la date même, et dans le cadre d'une promenade dans le quartier, sachant que mes enfants n'étaient pas en contact avec la télé, purement les aspects mémoriaux au pied de la statue. » Donc, c'est aussi pour ça que en fait, c'est un lieu collectif. C'est ce qu'on a essayé aussi d'étudier. C'est que c'est un lieu, un espace qui a sa propre... en fait, qui a un effet sur les gens qui le visitent, parce qu'il y a une dynamique collective qui utilise un certain nombre de symboles que les gens identifient comme relevant du deuil, par exemple les bougies, par exemple un certain nombre de messages qui évoquent ça, aussi une présence. Et puis, si on fait une micro-ethnographie du mémorial, évidemment, plus on est proche, plus le silence est obligatoire, et plus on recule, et plus les discussions deviennent politiques, étendues, et parfois des engueulades, etc. Donc, en même temps, ça c'est intéressant, votre remarque, Cécile, parce que moi, comme j'expliquais, je faisais l'ethnographie avec mes enfants, et souvent on présuppose que plus on est près des événements, plus on est touché ou traumatisé. Et en fait, c'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a justement tous ces éléments que j'appelle ordinaires, des caractéristiques socio-démographiques, une forme d'appropriation de l'événement qui peuvent faire que chaque enfant va réagir différemment. Et moi, en l'occurrence, nous, on passait tous les jours devant, et c'est un petit passage qui est en mémoire vive et que mon fils adore. C'est vrai que lui, il était petit, et quand il passait le long du Bataclan, son grand jeu, c'était d'éteindre les bougies, de souffler dessus. Donc moi, un matin sur deux, j'étais obligée de lui dire « Mais tu sais, ça ne se fait pas, parce que ce n'est pas des bougies faites pour ça. » Mais c'est sa façon à lui de s'approprier le lieu, je pense, pour le rendre moins solennel et moins pesant. Et donc, c'était un acte qui lui permettait de créer sa propre relation à l'événement et au lieu. Voilà.